C'est bon? Allez, on est en direct. Alors, bonsoir. Salut. Alors, comme on vous avait promis, c'est notre premier direct live où on avait envie d'être avec vous, de vous faire participer un petit peu dans les éclosions, dans le gros du cœur de l'élevage reptilis. Et je profitais que j'avais quelques amis avec moi. Donc, il y a Kevin qui est derrière, qui nous donne un petit coup de main. Viens dire bonjour, Kevin. Bonjour. Hein. Et puis, évidemment, notre ami canadien Clément. Hey, là, je suis pas canadien, je suis français, arrête de niaiser. Mais il le fait très bien, le canadien, et je pense que ce soir, il va bien nous amuser. Et voilà, en tout cas, bon, on est là pour écouter un petit peu vos questions. On va vous parler un petit peu de comment on fait la saison des naissances, donc tout ce qui est éclosion, et c'est une grosse partie de notre activité maintenant. On n'a pas eu, nous, je dirais, l'impact de coronavirus et de repos. Ça n'a pas été ça à l'élevage. On s'excuse d'ailleurs pour tous les gens où on a pu mettre un peu de temps à répondre parce qu'on a énormément de travail, même si on essaye de faire le mieux. D'où l'idée ce soir de ce live avec Clément, où on va prendre un petit peu vos questions, vous allez nous les poser. Nous, on va vous présenter aussi un petit peu ce qu'on a et puis on va passer un petit moment ensemble. Cool. Moi, il y a un truc que je pense qui pourrait pas mal intéresser tout le monde, c'est de voir ton incubateur. Parce que je pense que je dois être recordman de l'incubateur de France, probablement en termes de taille. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben allez, on y va, c'est parti. On va commencer par l'incubateur. Allez, c'est vraiment dehors des ponts, c'est par là que ça se passe au départ. Ce que vous voyez ici, on a vraiment, là, ça c'est les bébés logés chez Reptilis. Chaque petite boîte contient un bébé serpent. Ça, on garde pour plus tard. Pour l'instant, c'est l'incubateur. Voilà. Par ici, par ici. Par ici. Donc des incubateurs, on en a plusieurs. On en a 2 ou 3, en réalité on en a même 4. 2 de grosse taille, ici, on va regarder ensemble. Alors on l'a déjà montré, on l'a déjà fait. Je vais, passer. Voilà, donc c'est un petit peu... Alors, incubateur, il faut savoir que c'est souvent, on en entend parler, c'est compliqué, il faut être précis. Non, les reptiles ont besoin de température pour que les œufs puissent évoluer. Donc pendant l'incubation, on est sur des températures sur les colubridés nord-américains de 28 degrés. On n'est pas au degré près. Moi, j'ai des amis qui ont fait des expériences, on chauffe la journée, on coupe la nuit, ça fonctionne. Et là, donc, on a un système qui régule quand même pas trop mal. Donc le principe, il est très simple. Vous voyez, on a un radiateur bain d'huile, un petit humidificateur d'ailleurs qui commence à fonctionner, un thermostat qui permet de réguler la température. Et là, actuellement, vous voyez, on est à 28 degrés, à peu près 73% d'hygrométrie. Mais à l'intérieur des bacs, il fait encore plus humide parce qu'on aime bien l'avoisiner dans les 80%. On le sent, l'ambiance ici, elle est tropicale humide. Il fait chaud, je ne passerai pas une après-midi ici. Gaëtan qui s'occupe, bon là il est en vacances, Gaëtan, j'espère que la pêche est bonne. Il regarde en plus apparemment. Il regarde. Donc Gaëtan qui passe régulièrement aussi du temps dans cet incubateur, lorsqu'il travaille, il a bien chaud. Il vient reboire un litre d'eau. Il vient reboire. Vous voyez là ici c'est un petit peu ce qui se passe, c'est le meilleur moment pour un éleveur, c'est quand voilà, les bébés commencent à percer la coquille, donc ils ont une petite dent qui permet d'inciser les œufs. Et dans quelques jours, ils vont commencer à sortir, alors plus ou moins rapidement, il y en a qui sont en avance, d'autres en retard. À côté de ça aussi, on voit des œufs qui n'ont pas été fécondés et dont il n'y aura donc pas de bébé. Soit l'embryon est mort en cours de développement, soit il n'était pas fécondé. Et là, on a plein de choses qui changent. Regardez aussi, pour changer un petit peu d'un serpent des blés, là on a des petits Brooksy mosaïque, qui est un Lampropeltis. Alors Stéphane, pourquoi ça bulle comme ça quand ça sort de l'œuf? Alors c'est un petit peu tout le liquide qui est encore dedans qui sort avec la respiration du... Parce que là les serpenteaux respirent, ils ont percé la coquille, ils sont encore dans l'œuf et ils vont mettre entre 1, 2, 3, 4 jours avant de sortir. Il y a des fois des timides et des fois c'est surtout parce qu'à l'intérieur il leur reste encore de la matière. Du liquide amniotique entre guillemets. Voilà, c'est ça, qu'il faut encore absorber pour pouvoir sortir et être totalement indépendant. D'accord. Alors moi je t'avais posé une question en arrivant, je pense que ça pourrait intéresser les gens qui regardent, parce que moi je ne savais pas pourquoi est-ce que certains éleveurs vont couper les œufs, ouvrir les œufs. Ah oui. Et comment tu fais toi? Tu ouvres, tu laisses faire? Alors, la plupart du temps, on laisse complètement faire. C'est-à-dire que les serpents doivent sortir naturellement. C'est vrai que aux États-Unis, surtout les éleveurs de pitons, et donc c'est importé aussi en Europe,
au bout de autant de jours, on coupe, voire on sort le serpent. Nous, on ne le fait pas. Par contre, ça nous arrive lorsqu'une portée est aux 3/4 sortie, et déjà depuis un jour ou deux, de juste faire une petite incision pour voir si... Pour l'aider, quoi. Voilà, déjà pour voir si l'embryon est bien vivant encore, et si le serpenteau est vivant, on le voit, on essaye de le toucher avec un petit stylo, peu importe, pour voir s'il y a du mouvement, Okay. et on le laisse. Ouais. Et on le laisse sortir naturellement. C'est un peu comme ça qu'on procède. Très bien. Voilà, donc ici, vous voyez, bon, c'est l'incubateur. Il s'est déjà bien vidé, parce qu'il était encore, il y a quelques semaines, bien rempli. Et on en a un deuxième qui est en fonctionnement actuellement. Où là, on a des œufs des fois un petit peu plus gros, parce que regardez la différence. Hop. Hein, c'est pas tout à fait la même taille, surtout si je mets ma petite main à côté. Hein, et là, on a donc des œufs de serpent taureau, donc tout c'est de la famille des Pityophis. Pourquoi il est dans un incubateur différent? Parce que les températures ne sont pas les mêmes. Là, on oscille entre 26 et 27 degrés maximum. Alors, ça, c'est très bien parce que à haute température, les Pityophis, on s'est rendu compte qu'ils naissaient souvent avec des malformations. Donc, il faut des températures plus basses d'incubation. Par contre, bah là, le délai d'incubation n'est plus le même. C'est-à-dire que chez les colubridés, l'Ampropeltis, en moyenne, 60 jours, une fois que c'est dans l'incubateur, ça va sortir. Au plus on va être haut, au plus la durée d'incubation va être courte, et au plus on est bas en température, au plus ça va s'allonger. Là, les œufs sont capables de mettre 10 jours de plus facilement par rapport à 1 degré près, on peut prendre 8 jours. Et là, je me mets dans la peau d'un éleveur de gecko-léopard qui se dirait ma température d'incubation peut influencer le sexe. Tout à fait. Est-ce que tu peux le faire avec des serpents, ça? Alors, sur les serpents, moi j'ai essayé évidemment de le faire, parce qu'on aimerait tous avoir plus de femelles que de mâles. C'est ça. Mais pour moi, ça ne marche pas. Mon sentiment profond, c'est que ça ne marche pas. Alors, certaines personnes m'ont dit oui, mais moi je l'ai déjà eu. Oui, d'accord, sur 1 ou 2 portées, on peut avoir un coup de chance et avoir ce ratio. Et on peut avoir totalement l'inverse, l'incubation d'après. Pour moi, je pense qu'on ne peut pas influer le sexe des serpents, ou alors il faudrait expérimenter sur des gros écarts de température, et ça je ne l'ai jamais fait. Il y aura un risque de malformation. Après il y a des risques sur l'embryon pour le développement, bien sûr. Okay. C'est vrai que, parce que là ici on en profite, donc on incube également, Anne-Laure, ça s'occupe également beaucoup de gecko-léopard, et là c'est ces œufs qui sont en incubation, et on incube principalement des femelles, et pour en avoir plus, parce que les mâles on en a besoin de qu'un et on a besoin de plusieurs femelles, et c'est vrai qu'ils ont l'aimé avec les incubations de tout ce qui est Pityophis. Et Anne-Laure, c'est Madame Rossel. Hein. Anne-Laure, c'est Madame Rossel. Pour ceux qui ne savent pas. Voilà, je vais vous la montrer après. Si, elle veut pas, mais je vais vous la montrer. C'est la surprise de la fin de la vidéo. Alors j'ai vu aussi que tu utilisais des substrats d'incubation différents. Les gens qui font du serpent, qui font du lézard, il y a la team vermiculite, tu as les gens qui vont utiliser, comme toi, de l'humus de coco, du hatchright. Quel est le meilleur en fait? Le meilleur, c'est celui qu'on a envie d'utiliser. C'est-à-dire que là, franchement, la guerre des produits d'incubation, pour moi, elle n'a pas lieu d'être. La vermiculite, j'ai utilisé pendant des années, c'était très bien. On en utilise des énormes volumes, et c'était un peu plus compliqué d'en trouver ces derniers temps en gros volume. Et on a fait des essais avec l'humus de coco, qui fonctionne très bien et qui pour moi est facile d'approvisionnement. On utilise également la Hatchright pour les gecko-léopards, parce que justement Anne-Laure préfère ce substrat-là. Mais il n'y en a pas de mauvais, on peut le mettre dans de la sphène, on peut le mettre dans d'autres substrats, voire même complètement dans l'eau une éponge qui fait tampon, puisque le but c'est de ne pas être en contact avec l'eau directe. Et à partir de là, on peut incuber même sur une éponge sans aucun problème des œufs. Ouais, donc c'est une histoire de préférence personnelle. Voilà, c'est une question de préférence personnelle et également de facilité d'approvisionnement sur le substrat d'incubation au moment où on en a besoin. Il y a Tom qui s'occupe beaucoup donc, de tout ce qui est administratif et expédition, qui est également un éleveur averti en colubridés. Des fois, il a déjà incubé sur des copeaux humides, avec des copeaux de bois, tout simplement, et ça fonctionne. Donc, c'est important d'avoir de bons substrats, mais c'est surtout celui avec lequel vous vous sentez à l'aise pour incuber vos animaux, tout simplement. Okay. Alors,
Il faut qu'on parle faut plus parler fort, plus apparemment. fort. Ah, on s'excuse. On va parler plus fort. Avec un accent québécois, tu vas m'entendre, toi qui veux qu'on parle plus fort. Est-ce que tout le monde nous entend? Alors, répondez en dessous, là, on a une équipe technique derrière qui peut nous transmettre les informations. Donc, n'hésitez pas, avec vos desiderata, à parler plus fort. Mettez-vous à poil, on ne sait pas. Non, non, on a dit. Il fait chaud, hein, ici, Oui, c'est quand vrai même. qu'il fait très chaud dans les pièces d'élevage. Pour la suite, tu nous as sorti la 4 boîtes avec des serpents qui sont un petit peu dans de l'eau, là. Pourquoi il y a de l'eau au fond? Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est-à-dire que on a sorti, vous voyez, dans l'incubateur, on avait donc les bébés qui étaient en train d'éclore. Et là, on a un petit peu devancé le travail parce que c'est un peu compliqué de tout faire en live. Mais ce sont des portées qui viennent d'éclore. Et c'est des choses qui sont importantes parce que, vous voyez, ils ont besoin d'humidité. Parce qu'ils ont été quand même sans eau dans les incubateurs. Ils sont sortis, certains déjà depuis 2 jours. Et c'est pas toujours simple. Donc ça nous permet d'une qui se réhydrate. Et après, individuellement, de les checker pour voir s'ils vont bien, s'il n'y a pas de malformation. Et c'est important pour nous. Donc là, ici, sont des Lampropeltis Getuus negritus, hein, les serpents noirs du Mexique, qui sont assez demandés. Et je suis assez content parce qu'on en élève depuis 20 ans. Et c'est vraiment un serpent qui est magnifique, complètement noir, irisé. Et c'est vraiment super. Hop là. Voilà. Alors, ça, c'est la première étape. Voilà, ça, c'est toujours... Les petits spaghettis qui veulent sortir de... C'est ça. Hop là, c'est bon. Voilà. Parfait. Donc ici, après, on a d'autres serpents des blés. Donc là, ce sont des serpents Ghost Spectre. Ghost Spectre qui C'est viennent... très beau ça. Ouais, Alors ça là, à devient- voir en vrai, franchement. C'est assez rose, ah, c'est pastel, vraiment très joli. Ouais. Et les couleurs s'affirment en grandissant, c'est vraiment des animaux qu'on aime beaucoup. Ça fait 3-4 ans, on les avait rentrés des États-Unis lors d'un voyage. Et c'est vraiment des animaux qu'on aime vraiment, tellement ils sont jolis. Et surtout, c'est que ça vieillit très bien. Ce qu'on va vous montrer un petit peu aussi tout à l'heure, c'est que des fois, entre un bébé et un spécimen adulte ou subadulte, il peut y avoir des grosses variations dans les couleurs. Jamais dans les dessins, parce que le dessin, lui, par contre, une fois qu'il est là, il reste toujours. Mais par contre, dans les couleurs, hop, ils veulent pas. Sur moi, je le tiens. Voilà, il faut y aller. Et là, dans ta boîte, on voit qu'on n'a qu'une seule mutation, alors que des fois, dans une ponte, tu m'as montré tout à l'heure, tu avais 3-4 mutations différentes. Comment tu l'expliques ça à quelqu'un qui n'est pas trop familier avec la génétique des Alors, reptiles? effectivement, on peut avoir, ça dépend justement des parents. Il y a deux façons par rapport à la génétique. Soit les 2 parents expriment une mutation, c'est-à-dire une couleur qui n'est pas la forme sauvage, et en les mettant ensemble, on peut obtenir soit cette nouvelle couleur, si les parents sont identiques, et après, des fois, ils peuvent porter plusieurs gènes qui ne sont pas visibles, donc qui ne s'expriment pas, et dont ils sont porteurs. Et le résultat des deux peut donner 1, 2, 3, 4, 5 combinaisons de couleurs. C'est un peu la loterie. Là, ici, on a un petit exemple. Si vient Kevin. Voilà, donc là, c'est J'arrive. 2 parents qui... Voilà. Donc là, ici, on a un spécimen qui est butter, la femelle, et elle est porteuse donc, de la mutation Skyless. Et on a une Skyless qui est également albinos. Et donc, dans la portée, vous voyez, on a des Skyless et des non-Skyless. Donc, le Skyless, c'est la disparition jamais totale, mais plus ou moins forte des écailles. Et donc, les jeunes qui sont avec écailles. Et là, on a des formes classiques et des albinos, aussi bien en serpent des blés, donc Skyless, et en serpent des blés avec écailles. Super. Et là, ça fait combien de temps qu'ils sont sortis là? Ça fait un jour, quelque chose Alors comme là, ça? ils sont nés effectivement il y a un jour ou deux, puisque certains sont nés avant les autres. Alors aussi, ça c'est une petite anecdote et on en a pas mal. Sur une portée où on travaille sur des heads Skyless, les premiers sortis sont les classiques et les bébés Skyless naissent tout le temps, quelques jours après les classiques. Ah, j'ai une question qui me vient là, d'un coup. Est-ce que ça pourrait être en rapport avec le fait de la dent de l'œuf, qui est une écaille modifiée? Ouais. Si c'est des Skyless, elles ont peut-être pas d'écailles? Absolument pas. Non, rien à voir. On nous a, bon, parce que c'est un projet qu'on a parlé, où on a discuté beaucoup, et on nous a dit beaucoup de choses sur les Skyless quand c'était nouveau, Ouais. des choses que les gens
supposer des bruits de couloir. En fin de compte, non, elles ont également une dent pour percer l'écaille. Et ça n'a rien à voir avec le fait, avec la coquille d'œuf, pardon. Ça n'a rien à voir avec les écailles. D'accord. Donc, elles percent elles-mêmes et on le voit ici. J'en ai qui sont en train de percer justement les petites. Super. Alors, ici on va les voir. Non, elle sera sortie. Mais bon, là on verra pas. Mais elle a fondu complètement son. Ouais, l'écaille est lacérée. Hein. Voilà, l'œuf est lacéré. Parce qu'on rappelle que les œufs de reptiles ne sont pas des œufs de poule. Oui, on dirait voilà, du cuir. Je ne sais pas si on va le voir, mais je sais appuyer dessus, faire une pression alors légère, de telle manière à ce que la peau soit tendue, mais reste souple. C'est jamais dur. Donc voilà un petit peu. Donc on procède généralement, les bébés sortent de l'œuf, on les fait baigner, et une fois qu'on les a fait baigner, au départ on les met généralement en portée complète ou des fois on divise. Pourquoi? Parce qu'on attend qu'ils aient fait leur première mue. Comme là ici c'est le cas sur cette portée où on a beaucoup de justement de skyless, non skyless, on travaille beaucoup de nouveaux projets, donc c'est un petit peu long. Et une fois que ces animaux ont mué, l'étape la plus longue pour nous et pour toute l'équipe, ça va être de les mettre individuellement dans des boîtes avec le nom de la mutation, éventuellement la combinaison des parents et donc les fiches de repas. Et pour ça, si Kevin veut bien nous suivre, je sais pas. on a de très belles étagères où on a prédécoupé, etc. Donc des petites fiches de suivi. C'est ce que vous retrouvez généralement quand vous nous achetez les animaux. Ou alors, comme on est un peu organisé, ou tout au moins on l'essaye, on a déjà le nom de la mutation. Il ne nous reste plus qu'à barrer le sexe qui n'est pas bon, la date de naissance. Et après, on commence à faire le suivi des repas. Alors, on ne fait pas de suivi de mue. Souvent, on nous le demande. Pourquoi on ne le fait pas? Déjà parce que, vous voyez, rien que dans cette première nurserie, et on en a deux, il y a 2500 places disponibles, qui est généralement remplie assez vite. Donc, compter les mues, pour nous, ça n'apporte rien et ça nous prendrait un temps trop fort pour une information qui n'est pas, c'est pas très important. Voilà, qui n'est pas primordiale. Par contre, où on est plus précis, c'est sur les repas. Alors, c'est important parce que lorsqu'on vend les animaux, les bébés de l'année, il faut qu'ils aient mangé plusieurs fois seuls, de manière régulière. Si un serpent ne mange pas régulièrement, on va le garder encore un peu à l'élevage et le but, c'est qu'il mange. Et là, on a deux codes couleurs, tout simplement. Un bleu, un noir. Le bleu, ça mange des proies vivantes. Le noir, des proies décongelées. En règle générale, on laisse partir les animaux avec des proies décongelées. Sur certaines espèces ou spécimens un peu plus délicats, les personnes, au moins, sont au courant. Votre animal est disponible, mais attention, il va manger du vivant. Est-ce que vous le voulez ou non? D'accord. On a une question là, une personne qui regarde voudrait revenir sur l'incubation. Oui. Voudrait savoir si tu fais des trous dans tes boîtes d'incubation. Et une deuxième partie de la question, c'est si tu utiliserais de la vermiculite, quel dosage d'eau tu recommanderais? D'accord. Alors effectivement, on a ce que j'ai oublié de vous préciser aussi dans l'incubateur, lorsqu'on a des grands incubateurs, ce qu'il faut pour répartir la température, on met déjà des ventilateurs qui brassent en fin de compte l'air de telle manière à ce qu'il y ait moins de différence de température. Sinon, obligatoirement, la chaleur montant, en bas il ferait frais et en haut trop chaud. Donc ça c'est la première chose. Par contre après effectivement pour garder l'humidité, on fait des trous dans les boîtes, mais par contre on en fait peu. Si on regarde bien ici les boîtes, alors ça va peut-être pas se voir parce qu'en réalité on a remis du scotch, on n'a que quelques trous de ventilation, le reste est scotché pour qu'il y ait un filet d'air qui passe, mais que ce ne soit pas trop important pour que l'humidité reste bien dans les boîtes. Donc ça c'est pour la première question. La deuxième, on parle en vermiculite de volume. Poids-volume. C'est-à-dire que pour 100 grammes de vermiculite, on va mettre le poids 100 grammes d'eau. 100 grammes d'eau. Ok. Voilà. Donc il faut une petite balance de précision. C'est ça. C'est-à-dire alors ça, c'est le dosage qui se fait normalement. Après, ce qu'il faut toujours regarder, si vous ne pouvez pas le peser, donc cette vermiculite, c'est qu'elle doit être humide. Elle ne doit jamais être détrempée. Parce que la vermiculite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle absorbe l'eau qu'on va lui mélanger. Mais au bout d'un moment, elle va saturer, et si elle sature, elle va dégorger, et ça, c'est mauvais pour les œufs. C'est là qu'on risque une pourriture de l'œuf. Voilà, c'est ça, alors que l'œuf serait viable et en plein développement. Ok. Très bien. Alors, on a une autre question
Combien de repas comptez-vous pour décider qu'un serpent est bien démarré? C'est une bonne question, ça. Alors, c'est une très bonne question. Il n'y a pas d'ordre établi, mais pour des espèces faciles, à partir du moment où l'animal mange 4-5 fois régulièrement, on peut considérer qu'il est démarré et qu'il peut partir. Donc 4-5 fois, ça représente quoi une fois qu'il est né? Généralement, lorsque le serpenteau naît, il va muer au bout d'une semaine, une semaine. On va dire en moyenne, ça va être ça. Ok. Et après, on le nourrit tous les 4-5 jours. Donc 5 repas, ça fait 25 jours. Au bout d'un mois et demi, il peut commencer à partir à peu près, si tout va bien. D'accord. Il y a eu une question aussi qui a un petit peu rien à voir. Une personne est très impatiente de savoir à quand les bébés Shrinky. Alors, les bébés Shrinky, malheureusement, cette année, on n'en aura pas. Ça fait longtemps qu'on reproduit cette espèce, mais malheureusement, sortie d'hibernation, on a perdu nos 2 mâles soudainement, sans explication. C'est des bêtes qui avaient 5-6 ans, qui étaient en pleine forme. On n'a pas compris ce qui s'est passé. C'est malheureusement des choses qui peuvent arriver dans les élevages, et le nôtre ne fait pas exception. Donc malheureusement cette année on n'en aura pas. Par contre on avait des spécimens en croissance. Donc dès l'année prochaine des Shrinky on va pouvoir en proposer. Ok, ouais, c'est aussi les réalités de l'élevage. Ça c'est la réalité. Hein. Si tout était beau et tout était simple, malheureusement c'est des choses qui nous font jamais plaisir. Mais voilà, on essaye toujours de parer, d'être le mieux possible, mais c'est des choses qui arrivent. Ah, alors là, ça c'est quelqu'un qui connaît un petit peu la terrariophilie qui pose cette question. Hein. Qui veut savoir le nombre d'œufs féconds par rapport au slug, qui est un œuf non fécondé. Non fécondé, ouais. Est une loterie où ça dépend de certains facteurs comme la taille de la femelle, son poids, l'hibernation. Comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de règle établie. Il y a effectivement plusieurs facteurs. C'est-à-dire que lorsqu'on produit des animaux, il y a déjà l'âge et le poids de l'individu qu'on va mettre en production. Le plus important, je pense que pour moi, sont les femelles, parce que les mâles, je dirais, n'ont presque rien à faire, et en tout cas, une fois qu'ils ont fait leur affaire, sont tranquilles. Ah, ils ont le beau rôle. Ils ont le beau rôle. Par contre, attention, c'est-à-dire qu'un mâle trop jeune ou pas en bonne forme peut être aussi un handicap. Ah. C'est-à-dire qu'on peut mettre un jeune mâle, nous on a déjà mis des mâles à 10-11 mois, Okay. qui étaient nés tôt en saison et qui étaient parfaits, et qui ont bien grandi. Bon, évidemment, dans ces cas-là, on les met sur une femelle. C'est pour des nouveaux projets où on a envie d'être toujours dans la course. Mais en règle générale, les mâles ont plutôt presque 2 ans quand ils vont commencer à s'accoupler, et les femelles plutôt 3 ans, voire 4 ans. Là, chez les femelles, quand j'avais écrit donc, le livre de Serpent des Blés avec quelques amis, on avait pesé nos reproducteurs, on avait regardé un petit peu, et généralement, il faut au minimum 360 grammes. 360 grammes pour une femelle, pour moi, ça me paraît être le minimum pour qu'elle soit bien, qu'elle puisse faire une ponte. Alors, un petit peu en dessous, ça peut fonctionner si l'animal, pareil, est un peu plus petit mais bien rond. Mais ça, c'est avec l'œil, je dirais, et l'expérience qu'on peut juger de ça. Si on n'est pas sûr, 360 grammes, c'est vraiment le minimum. Après, effectivement, c'est des animaux qui hibernent, et que si on ne le fait pas, on peut diminuer ses chances d'avoir une belle reproduction. Ouais. Et surtout, c'est que si on ne les fait pas hiberner, les animaux, il ne va pas y avoir de règles établies. C'est-à-dire qu'on ne maîtrisera pas l'ovulation, donc on ne sait pas quand l'animal va pondre. Ils peuvent très bien s'accoupler en février et pondre au mois de septembre. D'accord. Tandis que quand on fait hiberner les animaux, quand on fait le cycle complet, sortie d'hibernation, la femelle va faire une mue post-ovulatoire. C'est là où on la met avec le mâle. Et ça, généralement, 35 jours après, plus ou moins, ouais, c'est pratique pour toi pour voilà. prévoir. Nous, ça nous permet vraiment de prévoir. On sait la période de ponte, on sait comment ça va se passer. Après, effectivement, le pourcentage, on a des portées avec 100% de réussite, on a des portées avec 0% de réussite. La moyenne fait que, je dirais, on obtient 80-85% de réussite. Et tes femelles, elles se reproduisent chaque année ou tu leur laisses des fois un petit peu de temps pour se reposer? Comment tu décides ça? Alors, une femelle en bonne santé va reproduire tous les ans. Déjà, des fois, 2 fois par an. Ah ouais. Alors, 2 fois par an, j'explique, c'est pas un élevage intensif où on cherche une production maximale. Ça, c'est important de le concevoir parce que c'est que naturellement, ils peuvent pondre plusieurs fois dans la saison. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on ne met plus le mâle, une fois qu'elles ont pondu une première fois, eh ben, elles vont quand même pondre. Et là, par contre, les pondes sont de très mauvaise qualité. Donc, des fois, lorsque les bêtes sont
qu'elles n'ont pas perdu trop de poids lors de la première ponte, et ben on remet le mâle. On se dit tant qu'à faire, autant que la deuxième ponte soit fécondée au maximum, et on le fait. Par contre, en fin de saison, on pèse tous les animaux 2 fois par an pour nos reproducteurs. Si les femelles, on ne les sent pas, si elles ont perdu trop de poids, on les fait passer une saison. On préfère préserver l'animal qu'une production qui sera de toute façon mauvaise à tout prix et où on risque de perdre l'animal. D'accord, c'est bien géré tout ça. On essaye. Alors là, il y a des gens qui veulent connaître un petit peu des dispos, et je pense que pour récompenser tout ce monde qui nous font des bonnes questions, on pourrait leur montrer un petit peu. Il y a des gens qui veulent savoir si tu as des dispos en gut blizzard non scaleless, des dispos sur des Léonis, enfin si on a reproduit des Léonis. Ouais. Alors ça on a reproduit, mais on n'a pas encore les, il n'y a pas encore les bébés. Un peu de patience. Dispo chez Neis 50-50, monsieur Jacques Brusière. Ah, Jacques, sois patient. Mais malheureusement cette année non, parce que la pompe n'a pas fonctionné. Et on en avait qu'une cette année, donc il faudra être, en tout cas si tu la veux chez nous, Jacques, il va falloir encore patienter un peu. Est-ce qu'on peut leur montrer à quoi ça ressemble une gut blizzard? Bien sûr. Parce que moi j'imagine un truc tout blanc, mais C'est peut-être ça. que je me trompe. Alors on va regarder un petit peu, parce qu'on en a sorti. Tac, tac, tac. On est comme à la bibliothèque en cherchant un album de Tintin. Ah ok, donc c'est rose. Oui, quand ça l'est, c'est rose. Là, ici, elle a vraiment... Voilà, et elle n'est pas scaleless du coup. Là, elle n'est pas scaleless. Ouais. Et là, si vous voyez, elle a les yeux légèrement opaques. Donc, c'est qu'elle est en préparation de mue. Et d'ici la semaine prochaine, elle aura mué. On va pouvoir les mettre individuellement. Et puis après, donc, commencer le nourrissage. Et alors là, du coup, je vois qu'elle a les yeux rouges. Est-ce que c'est une albinos? C'est une forme d'albinos? Alors, c'est une forme d'albinos. C'est-à-dire que c'est une combinaison d'un anérythristique et d'un albinos. Et ça a donné donc le blizzard. Donc il y a 3 types d'albinos, A, B, C. Là on est sur le type B. Et à partir de là, en le mettant avec de l'albinos, on obtient le blizzard. L'autre forme, c'est la snow, qu'on connaît, donc avec l'anéry type A. Et on obtient de la snow. Et après, il existe la type C, où c'est du peppermint. Ah là, ça devient technique. J'espère que vous suivez. Moi, je vais devoir revoir la vidéo parce que là, le type A, le type B, j'avoue que j'ai pas fait mes devoirs. Alors, peut-on accoupler un mâle avec plusieurs femelles sur une même saison? Si oui, quel délai entre les accouplements? Alors, il n'y a aucun problème. Nous, en règle générale, lorsque les groupes sont bien établis, on a un mâle pour 4 femelles. Ce qui nous permet, alors c'est une question, nous, par rapport à l'élevage, d'organisation, mais chaque femelle pourra profiter du mâle pendant une journée. Ah, il reste une journée seulement, 24 heures. Par contre, on fait cette rotation 2-3 semaines, voire un petit peu plus si on a un doute, mais en règle générale, ça suffit amplement. 2-3 présentations, et si on a fait ça juste à la sortie de la mue, on est quasiment sûr de s'il y a accouplement, qu'il y a ovulation, etc. Okay. Donc on peut aller, à une époque, j'ai déjà eu des mâles qui ont fécondé 6-7 femelles sans aucun problème. Personnellement, aujourd'hui, je ne le ferai plus, non pas parce que le mâle va l'épuiser, c'est pas ça, c'est que techniquement, les résultats sont moins bons lorsqu'on sollicite autant. La quantité de semences peut-être qu'il faut plus basse. Et voilà, pour moi, il y a quelque chose comme ça. Okay. Mais un mâle avec 4 femelles, il n'y a aucun problème, on peut le faire. Bon, bah voilà, j'espère que ça t'aidera, toi qui as posé la question. Très bien. Alors, moi je voulais aussi savoir personnellement, moi j'aime beaucoup les Lampropeltis. Quelle différence entre reproduire des Lampropeltis, reproduire des Guttata? Mettons que quelqu'un qui possède des Guttata, il a des Lampropeltis, il peut les mettre au même temps d'hibernation, à la même température? Est-ce que c'est similaire ou pas? Alors, très similaire. Nous, tous nos colubridés nord-américains ont le même process pour l'hibernation. C'est d'ailleurs, ils sont dans la même pièce, et à partir de là, on peut effectivement procéder à la même chose. C'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes températures. En moyenne, l'idéal est d'obtenir 10 degrés. Entre 8 et 10 degrés, c'est vraiment l'idéal. Les animaux dorment vraiment. À partir de 12-13 degrés, ils ont encore un petit peu d'activité. Et de ce fait-là, le résultat est moins bon. Ok. Donc peut-être tu fais ça à la clim en fait. Tu mets une clim très très fort. C'est ça. Tu mets pas ça dehors dans un garage ou quoi. Alors il y a une époque, je mettais ça dans. Alors c'était pas mon garage, mais dans le bâtiment où on se trouve, il n'était pas encore fini.
et j'avais donc des pièces très fraîches. On est déjà descendu même à 4 degrés. Hein. À 4 degrés. Ouais. Et toi, tu dors tranquille. Tes serpents sont à 4 degrés, tout va bien. Ouais, mais Ouais. tous les jours je vais regarder. Hein. C'est ça. Tous les jours je vais regarder. Il y a sur certaines espèces des grosses huées ou des projets un petit peu plus où on a investi un peu de temps, voire même un peu d'argent ouais, sur ces projets-là. Mais on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Si on ne fait pas hiberner, il y a deux impacts. Il y a l'impact de la reproduction, mais c'est des animaux qui naturellement en ont besoin. Donc après, il y a un impact sur la durée de vie. Et, ça, on ne sait pas le mesurer. Il y a des chiffres qui courent où il y aurait 30% de durée de vie en moins si on ne fait pas hiberner les animaux, parce que naturellement, ils en ont besoin. Ouais. Et quand on ne le fait pas, on les sollicite H24, 7 jours sur 7, 12 mois sur l'année. Donc c'est beaucoup pour leur organisme qui n'est pas prévu pour autant. D'accord. Et donc 4 degrés, quand tu as vu ça, moi je bloque là-dessus. Je me dis, à quel moment tu te dis, non, non, là c'est trop. Est-ce que tu attends 3 degrés, 2 degrés Non, à quel moment ouais, voilà. Je pense que 4 c'était déjà pas mal. Déjà, ouais, Et ok. si la température avait baissé plus, j'aurais modifié le process. Ok. Ouais, j'imagine. Alors, encore une autre question. Merci pour vos questions. Hein. Vous êtes super actifs, Il y super. en a plein, mais on est vraiment content. Ah, les gens voient Reptilis Live. Ok, ils sont au rendez-vous. Merci beaucoup. Alors, on ne voit jamais les naissances scaleless. Est-ce qu'il n'est pas préférable de reproduire head scaleless avec scaleless? Y a-t-il un souci de fragilité si on fait reproduire une scaleless avec une autre scaleless? Alors ça c'est pareil, c'est tous les bruits qui ont couru au départ sur le projet des scaleless. En fin de compte, non, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que aussi bien mâles et femelles scaleless sont féconds, et donc on peut très bien mettre l'un et l'autre ensemble sans aucun problème. Là, ici, regardez, j'en ai une. Ah, bah voilà. Ici, Scaleless Ghost avec Scaleless Hippoblood. On a eu 14 œufs, 19 pardon, qu'on a mis sur 20 œufs pondus. Quasiment tous les bébés sont nés. Voilà, une belle portée, là je peux pas mieux faire. Oui, Il y en c'est a, beau. voilà, il y a encore un œuf qui n'est pas sorti là, c'est vraiment tout frais. Là, il y en a ici, les œufs, ils sont sortis, je les ai mis hier, hein, donc c'est vraiment tout récent. Là, les œufs sont vides. Ici, il y a peut-être, voilà encore. Là, ici, vous voyez, il y a la scaleless. Bon, je ne vais pas la faire sortir, mais On voit que ça ça mousse, bulle, hein, hein. ça bulle. Ouais. Et tous les autres bébés issus de cette portée, en plus, ils sont magnifiques. Enfin, Qu'est-ce que c'est cette mutation, ça, Stéphane? alors ça, c'est de l'hippoblood. Et ils sont donc porteurs du gène Ghost, donc anéri, puisqu'ils sont, comme ils sont eux hippo, pour faire du Ghost, il leur manque que le gène anéri. Donc là, ils sont porteurs. Et si on les reproduisait ensemble ou avec une même combinaison, on aurait des Ghost Blood Scaleless. D'accord, super. Bon, bah, si ça vous intéresse, nickel. Mais c'est sûr que, pour revenir à la question, il y a plus de gens qui reproduisent Scaleless avec un head Scaleless parce que c'est plus facile à trouver, ça coûte aussi un peu moins cher. Et pour les nouveaux projets, on est obligé de commencer avec des heads, des porteurs. Nous, on a beaucoup de head Scaleless dans différentes combinaisons parce que c'est des nouveaux projets ou parce que comme on les a, on ne va pas les jeter, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui tient... Alors, mon conseil de gestion n'est pas toujours d'accord avec moi. Xavier, si tu me regardes, m'en veux pas. Mais je suis quelqu'un qui aime les animaux qui sont à l'élevage et qui vaillent 50 € ou 1000 €, ça reste mon animal. Ouais. Donc, j'ai du mal à me séparer d'anciens reproducteurs qui sont encore tout à fait bons. Et c'est, pour moi, c'est quelque chose d'important. Là, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Le gène scaleless se transmet-il facilement quand on n'a qu'un mâle scaleless? Bien sûr, c'est une mutation qui est simple récessive, comme toutes les autres combinaisons de couleurs. Chez les serpents des blés, il y a très peu de mutations dominantes. Il y en a une qui est de Tessera. Après, il y en a d'autres qui sont un peu plus complexes. Même le blood, c'est un récessif, c'est pas un dominant, mais il influence dès la première portée. Enfin, il y a des choses qui sont entre deux. Mais le seul vraiment dominant, c'est le Tessera. Et après, donc tous les autres, scaleless compris, c'est récessif. Donc ça se combine comme les autres mutations, sauf que là, ça a un impact sur la texture de l'animal, puisqu'il n'y a plus d'écailles ou il y a des écailles. Voilà, donc en fait, on parle de scaleless comme on parlerait de Ghost, de Blood, Tout à fait. Anéri. D'un point de vue génétique, c'est vraiment pareil. Ouais, d'accord, très bien. Une question qui demande, peut-on commencer un cycle après plusieurs années sans hibernation? Oui. J'imagine que oui, ça Oui, il change n'y a rien. aucun problème. Ouais. Aucun problème. Le tout, c'est de bien préparer l'animal. C'est vraiment quelque chose d'important. On pourra d'ailleurs, ça peut être l'occasion de refaire une émission en fin d'année. Nous, généralement, on commence à arrêter de nourrir les animaux
courant septembre, alors plus ou moins mi-septembre, fin septembre. Et à partir de là, on arrête de les nourrir 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'il faut le temps que les repas soient évacués de l'animal. De là, on commence à les faire baigner. On pèse les animaux pour voir si justement il n'y a pas eu trop d'impact sur la saison de reproduction ou pendant la période de croissance. Et si tout nous paraît au vert, et bien là on commence l'hibernation. C'est-à-dire qu'on va baisser progressivement température et éclairage. Alors pourquoi les gens disent l'éclairage, même en hiver, c'est pas la nuit totale? Oui, mais les bêtes qui hibernent sont dans des terriers, dans des trous, dans des cachettes, et elles dorment. Donc elles ne voient rien. Donc il y a un moment d'hibernation où les bêtes sont dans le noir total et aux alentours de 8 degrés. Okay. Vous avez de la chance, il y connaît un petit peu hein, quand même. Hein. Vous avez envoyé d'autres questions comme ça. Ta réponse à tout, c'est incroyable. Sur ça, j'essaye. J'ai vu passer une question tout à l'heure, quelqu'un qui voulait savoir sur tes bébés qui sortent comme ça. Quand est-ce que tu les sexes? Tout de suite, tu peux regarder? On peut laisser, alors, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est de savoir le faire. Ouais. C'est-à-dire que si on ne l'a jamais fait, moi, je vous invite fortement à vous rapprocher. Alors, généralement, il y a beaucoup d'associations qui font un super boulot. Il y a toujours des passionnés. Rapprochez-vous d'eux. Rapprochez-vous également de vos animaliers. Hein. Il y a de très bonnes animaleries généralistes spécialisées dans toute la France qui peuvent le faire. Mais ne le faites pas tout seul au départ. Moi, je me souviens, il y a longtemps, il n'y avait pas toutes ces informations. J'avais vu des photos, etc. Je m'étais acheté une loupe. J'avais fabriqué un support de loupe pour regarder parce qu'on m'a dit c'est tout petit. Et en fin de compte, non, on le voit visuellement tout de suite. Mais je m'étais fait tout un cinéma, un mini laboratoire. Parce que voilà, je ne savais pas faire. Et évidemment, ça fait 35 ans que j'élève des reptiles, donc maintenant j'ai un petit peu d'expérience. Et c'est vrai que le sexage, on peut le faire tout de suite. C'est juste, il faut être délicat. Je vais vous le montrer. On va le faire ici sur n'importe quel serpent. Alors, il y a aussi, je vais vous montrer une petite astuce pour certains qui permettront. Alors, le tout, c'est de bien maintenir l'animal. Là, ici, à l'œil, je vais vous dire, je pense que c'est un mâle. Et hop, oh, je suis bon. Oh, mais il y en a 2, Stéphane. Oui, alors ils ont 2 hémipénis, hein, évidemment. Mais surtout, pourquoi je vous ai dit c'est un mâle avant même d'avoir fait la pression? Parce que dans certaines mutations, ça c'est valable pour les snows, les blizzards, les albinos, et là, ici en l'occurrence, on voit une petite couleur sombre au niveau du cloaque, c'est-à-dire juste ici. On voit que c'est un petit peu plus sombre, c'est vascularisé, et donc c'est les hémipénis qui sont là. Donc même avant... Pour certaines mutations, je n'ai même pas besoin de faire une éversion. Rien que si on prend le temps de regarder, on est sûr à 90% de ne pas se tromper. Mais ça, c'est valable sur un bébé serpent. Un adulte, ça n'irait pas. Alors, sur un adulte, c'est beaucoup plus... Non. Sur un adulte, on ne verra pas à travers. Par contre, il aura une forme, on pourra peut-être regarder tout à l'heure si on a 2 minutes. Il y a une forme qui est un peu différente chez les mâles et femelles et une longueur entre cloaque, bout de queue qui n'est pas tout à fait la même. Alors, quand on a l'habitude, on sait le voir. Si on n'a pas l'habitude, il faut... pouvoir avoir des points de comparaison. Ok, parce qu'on a eu une question qui est passée, c'est quelqu'un qui veut savoir comment sexer un serpent de plus de 3 ans. Donc là, sur un serpent adulte, ce serait intéressant. Alors, sur un serpent adulte, je vais voir si il me semble qu'on en avait parlé. On va peut-être pouvoir faire un petit zoom sur le sexage. Voilà. Ici, je ne sais pas si c'est clair sur la photo, mais voyez, en bas, on est sur une femelle, donc c'est très fin à partir du cloaque jusqu'à la pointe de la queue. Ici, c'est un mâle et on voit un ronflement de chaque côté qui est long et seulement après, ça se termine en pointe. Et là, donc ça, c'est un mâle, là, c'est une femelle. Alors, je sais que c'est pas facile, moi, je peux le voir facilement. Et sinon, après, il existe donc des sondes de sexage pour sonder l'animal, justement. Et là, pareil, il faut soit être chez un vétérinaire, soit quelqu'un qui a déjà de l'expérience, parce que le risque, si on est un peu brut, si on ne choisit pas le bon diamètre de la sonde, on peut percer donc l'animal et le blesser de manière irréversible. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est à faire. C'est pas compliqué en soi, mais il faut être accompagné au départ. Alors, beaucoup de questions pour la reproduction, qui est le thème ce soir, hein, pour les personnes qui viennent de rejoindre le live, qui n'ont pas vu le début. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la reproduction des colubridés parce que c'est la saison des éclosions. Et cette question, c'est l'hibernation. Est-ce qu'elle est nécessaire uniquement pour la reproduction? Quelqu'un qui ne veut pas reproduire. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, elle n'est pas... Si on ne fait pas de reproduction, on pourrait dire que ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est un choix. Par contre, il faut savoir que ça a un impact sur la vie de l'animal.
Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Des études ont donné des chiffres de 30% de vie en moins si on ne fait pas hiberner l'animal. Donc c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, est important parce que, naturellement, ils le font, ils en ont besoin. Si on ne le fait pas, ça ne changera pas grand-chose sur une courte période. Si on veut garder l'animal le plus longtemps possible, ça peut avoir un impact. A contrario, il faut être aussi au courant qu'une hibernation peut mal se passer et on peut perdre l'animal ou un animal pendant l'hibernation. Il y a toujours un risque, c'est un choix. Par contre, si on le fait bien. Et si on ne le fait pas, il y a également autre chose, c'est que les animaux avec une luminosité moins forte se mettent en semi-repos. Et régulièrement, pendant l'hiver, on a des gens qui nous disent « Ah, mon serpent, il ne mange plus, il n'a pas l'appétit, etc. » Mais c'est normal parce qu'ils sentent des pressions atmosphériques, ils sentent une luminosité moins forte et donc ils ont moins d'appétit. D'accord. Ils se mettent sur une sorte de repos, sauf qu'ils n'ont pas l'environnement adéquat. D'où l'importance de bien connaître et de bien se renseigner sur les animaux qu'on maintient pour justement pas se retrouver un petit peu face à une situation comme ça qu'on ne maîtrise pas. Tout à fait. Alors, une petite chose quand même à préciser, et ça c'est dans le cas, beaucoup d'élevages font comme nous, c'est-à-dire que nous, je dirais les 2 premières années, on privilégie la croissance par rapport à l'hibernation. C'est-à-dire qu'on pourrait, dès le mois de septembre, faire hiberner des animaux qui ont quelques semaines. Dans la nature, c'est le cas. Ouais, c'est ce qui dans la nature, c'est le cas. Voilà. On ne le fait pas parce qu'on a envie que nos animaux grandissent vite, parce qu'on a envie de les reproduire. Moi, je me souviens d'une anecdote d'un vieil éleveur suisse de serpents rois. Il reproduisait des espèces un peu compliquées, type, il y avait des alternats, mais beaucoup de triangulums peu connus, enfin, des choses. Il me disait, moi, je ne m'embête pas. C'est des animaux mauvais mangeurs. Ils naissent, ils ne veulent pas manger, je les mets en hibernation, et dans quelques mois, ils vont démarrer. Et il avait un taux de réussite, je ne vais pas dire à 100%, mais très acceptable. Ah ouais, avec rien dans le ventre. Avec rien dans le ventre, il les faisait hiberner. Il dit de toute façon, dans la nature, c'est soit ils mangent un peu, mais ils vont hiberner rapidement. Donc moi, je fais ça, et ça marchait très bien pour lui. Moi, j'ai jamais osé. Non, je comprends. Mais lui, le faisait, ça marchait bien. C'est des animaux qui sont prévus pour le manque, alors j'imagine que ce genre de choses, ils peuvent le supporter correctement. Tout à fait. Il y avait une question qui est passée comme ça, quelqu'un qui demandait que penses-tu des autres façons de stimuler la reproduction? Alors comme tu viens d'encenser l'hibernation, j'imagine que tu n'es pas trop pour, mais voilà, qu'est-ce que tu en penses? Alors ça dépend, qu'est-ce qu'on entend Je ne sais pas, il n'a pas précisé. Alors ça serait bien de préciser. Après, on peut simuler, enfin non pas simuler, stimuler, pardon, une reproduction, par exemple, en mettant 2 mâles avec une femelle. Ça peut fonctionner. Par contre, l'inconvénient, c'est soit ces 2 mâles qui ont les mêmes gènes, si on fait un peu de génétique, soit c'est 2 gènes différents et on attend de voir ce qui sort pour savoir quel mâle a pris. Pourquoi pas? De toute façon, les mâles ne vont pas se battre de manière à se blesser chez les colubridés. Il n'y a pas de combat, sauf chez les lampropeltis de temps en temps. Ça, il faut faire attention, on peut en parler. Où il peut y avoir du cannibalisme lié à l'excitation. Et c'est, voilà. C'est-à-dire que, juste l'aparté, je vais la dire, nous, quand on met en reproduction nos lampropeltis, déjà, on s'assure qu'ils aient bien mangé avant. Okay. Et les 5 premières minutes sont importantes. C'est-à-dire qu'on les présente, on les met ensemble. C'est normal que pendant l'accouplement, le mâle morde la femelle. Quand c'est l'inverse, ça commence déjà pas à être normal. Et puis, quand ils s'enroulent autour, là, on se dit non, c'est pas possible. Donc, on les sépare, ça nous arrive de temps en temps. Par contre, s'ils mordent et qu'ils continuent à se frotter l'un à l'autre, ça se passe. Et si dans les 5 premières minutes, il ne s'est rien passé d'anormal, c'est-à-dire pas une morsure et je m'enroule pour te manger, on sait que ça va bien se passer, on est beaucoup plus serein. Mais il faut être vigilant. Donc si on le fait en mettant plusieurs ensemble, on augmente le risque. Pas chez les serpents, pas chez les couleuvres et la majorité des colubridés. Oui, c'est principalement le serpent roi. Oui, là, le serpent roi, c'est un petit peu plus... Okay. Surtout la famille des Gétulus. Tout ce qui est triangulum, hondurensis, tout ça, ça va. Mais la famille des Gétulus, le pire, c'est les Gétulus. Ça, c'est vraiment, ils sont très ophiophages et ils ne se font pas de cadeaux. Toutes les autres familles, Californie ou autres, ça se passe mieux. Ok. Il y a quelqu'un à qui ça plaît tout ça et qui veut savoir où est-ce qu'il peut trouver tes dispos. Alors les dispos aujourd'hui, depuis maintenant un petit peu plus d'1 an, j'ai ma petite chérie qui s'occupe du site et on a un site qui est assez, je vais dire, à jour. On n'est pas irréprochable, mais en tout cas, franchement, on se donne beaucoup de mal à essayer de faire des photos individuelles, des individus à la vente.
Là, évidemment, saison 2020, on n'a encore rien mis puisque les jeunes, les premiers, ont un repas ou deux. Ça va arriver dans les semaines qui suivent et ça va aller très vite parce on aura pas mal de choix. Et ça, c'est tout simplement sur www.reptilis.com. On donnera les informations un peu plus tard. Donc ça répond aussi à la question de la personne qui veut savoir si tu as sorti des Aniris Skyless cette année et les prix. Donc Reptilis. Alors tout ça, en ce qui concerne les prix, on ne va pas en parler ce soir, c'est pas le but de l'émission, mais tout va être mis à jour, vous inquiétez pas. Et oui, on a des Aniris Skyless et des vraiment très belles. Vraiment très beau. Ouais. Alors une question que seul Stéphane Rossel peut répondre, je pense. Là, on est à fond dans la génétique, c'est quelqu'un qui connaît un petit peu le truc. Concernant le gène ultra, un serpent peut-il être ultra? Et le gène ultra réagit-il avec lamella? Alors oui, parce qu'on a de l'ultramel, par contre on est ultra ou on ne l'est pas. Franchement, l'ultra, et je ne suis pas le seul, justement j'en parlais il n'y a pas longtemps avec mon ami Richard. Richard, j'espère que tu es avec nous ce soir. Il a dit qu'il serait là, je pense il est là, Richard. Et Richard, on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est vraiment un gène casse-pied parce que ça se joue sur les pupilles, ça donne... J'en ai fait au tout départ quand c'est arrivé sur le marché où on a offert ça. C'est compliqué, alors on en a encore, on a des gènes d'ultra qui traînent, mais c'est très compliqué. Mais un ultra ne peut pas être ultra, il l'est ou il ne l'est pas. Par contre, il peut être ultramel également. Ça peut se combiner. Alors pour quelqu'un qui n'est pas très branché génétique, ça veut dire qu'il est visuellement ultra, mais il ne peut pas porter, il ne peut pas être hétérozygote. Il ne peut pas être normal. Il ne peut pas être sino et donner de l'ultra à un autre. Voilà, okay. C'est ça. Donc quand on veut faire de l'ultra, il faut acheter de l'ultra, il n'y a pas moyen de faire jouer la loterie. Ok, ouais. Et ultra, ça ressemble à quoi? Moi, je sais pas. Il peut être. Alors, c'est assez proche de forme albinos ou hippo, mais ça se joue au niveau des couleurs de pupilles. Et c'est compliqué. Et l'ultramel, c'est encore plus compliqué. C'est l'iris et la pupille. Ok. Donc, il faut vraiment les regarder. Moi, c'est quelque chose qui me casse les pieds. Alors, ça apporte un petit plus. C'est comme un gène qui est en train d'arriver et que Richard travaille beaucoup, le gène bœuf, qui est encore quelque chose de différent, qui donne une couleur éclatante aux animaux. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser, bien comprendre avant de l'expliquer. Le gène bœuf comme l'animal? BU2F. Ah, BU2F. Donc on peut, sur Google Images, on peut voir ça? Oui, tout à fait. Bœuf. Ça m'intéresse, j'irai voir ça. Alors, les gens veulent savoir, qu'est-ce que tu penses d'un incubateur maison? Parce que, après ce qu'ils ont vu là, ils se disent ok, je veux me lancer, mais je vais commencer petit. Alors, incubateur maison. Moi, j'ai fait des incubateurs pendant des années. C'est dommage, j'ai pas de photos avec, mais j'avais des vieilles armoires. C'était alors des frigos. J'ai eu des frigos de boucher. J'ai eu des boîtes polystyrène. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Soit on n'est pas bricoleur et il existe des petites choses, on en propose. Il y a des incubateurs aujourd'hui qui sont accessibles en termes de prix, qui sont très fiables aujourd'hui. Et on peut également bricoler soi-même son incubateur et ça fonctionne. Il n'y a pas besoin toujours de mettre des millions, sauf qu'il y a des gens bricoleurs, il y en a qui le sont moins. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est quand vous faites votre incubateur maison, mettez des matériaux de qualité, un bon thermostat, un bon système de chauffage, tapis ou câble. Moi, j'utilisais plus des câbles chauffants dans mes incubateurs, par habitude peut-être, ou parce qu'à l'époque j'avais que ça, mais ça fonctionne très bien. Un bon thermostat et ça suffit. Ouais, on n'est plus à l'ère du chauffage d'aquarium dans l'eau avec un bulleur. Ça, tu le recommandes pas. Il y a plus simple avec le. Disons que ça a été ma première incubation. Ça a été avec ça parce que je suis rentré un soir. Enfin, je rentrais de pension. J'étais pensionnaire. Donc mes parents s'occupaient de mes animaux un peu la semaine. Et j'ai eu une pompe de dynodon et physotome. Donc je ne m'y attendais pas. J'avais rien. Donc j'avais une boîte de pêche. Je l'ai vidée. J'ai mis de l'eau, un bulleur, un thermostat d'aquarium et j'ai mis une brique. C'était à l'époque Jean-Pierre Pénaud qui faisait comme ça. Donc Jean-Pierre, je sais que tu ne nous regardes pas parce que voilà, c'est pas ta génération, mais je sais qu'il y a plein de gens qui le connaissent, donc ils vont peut-être lui en parler. Et j'avais lu ça dans Aquarium Magazine, donc j'avais fait la même chose et ça a fonctionné très bien, sauf qu'il fallait laisser un petit peu la boîte ouverte. Donc quand les serpents sont nés, ils sont sauvés. Et j'en ai retrouvé dans toute ma maison. Mes parents m'ont voulu un peu. L'époque où effectivement quand tu voulais des renseignements, il suffisait pas d'aller, il n'y avait pas internet. Il n'y avait rien, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de revue. Aquarium Magazine, il y avait un reportage tous les 2 mois qui abordait quelques sujets de terrariophilie et c'est tout. Alors de la chance, c'est que nous on est côté belge, on n'est pas loin de la Belgique qui était à l'époque beaucoup plus avancée. Aujourd'hui on a repris beaucoup de terrain sur ça. Et donc j'avais quand même des amis qui avaient des reptiles depuis longtemps, où j'ai facilement eu des informations. Ça grâce aussi au club de la CATFA qui existe toujours à Béthune. Donc je vous encourage à aller les voir parce que c'est vraiment
enfin moi ce club m'a donné un grand coup de pied pour avancer et peut-être d'être aujourd'hui là. Et je les remercie encore, Madame Morin, puisqu'elle existe toujours dans ce club. C'était vraiment un moment agréable de ma passion d'amateur de reptiles. Parfait. Et il y a une personne qui pose une question à laquelle on a répondu tout à l'heure. On va revoir le live, mais on va quand même en parler. Y a-t-il un âge minimum pour faire hiberner? Moi, j'ai retenu que non. Alors, il n'y a pas d'âge minimum. Nous, effectivement, on préfère les faire vers les 2 ans. À partir de 2 ans, parce que les animaux sont suffisamment costauds, etc. En tout cas, avant les mises en accouplement, donc lorsque ce sont des reproducteurs, on le fait. Mais si ça n'a pas été fait à 2 ans, mais à 1 an ou à 3 ans, c'est pas très grave. Pas très important. Ok. Et une question sur la nutrition. Alors, quelqu'un veut savoir comment bien déterminer la taille de la proie pour les serpents. Alors, c'est vrai que c'est jamais facile. C'est quelque chose qui est pourtant très important parce que ça a plein d'impact. De toute façon, lorsqu'un bébé naît, on n'a pas en dessous d'un souriceau nouveau-né d'un jour, donc ça pèse à peu près 1 gramme, hein, et là on va commencer à nourrir. En gros, un serpent est capable de manger 1,5 fois son diamètre de corps, pour vous donner une idée. Donc un bébé élaphe est capable de manger, lorsqu'il mange un bébé souriceau, vous allez le voir légèrement, mais ça ne doit pas être une grosse proie dans le ventre comme on peut le voir dans les dessins animés ou autres où c'est un peu exagéré. Ouais. Voilà, c'est très exagéré. Et à partir de là, on va progressivement passer à un stade supérieur. Pour ça, il y a plein de techniques possibles. Soit au départ, on donne que des souriceaux d'1 jour ou 2 et on le nourrit par exemple 1 fois par semaine pour dire que l'estomac se met en place. Après, on va raccourcir cette période, c'est-à-dire qu'on le nourrira toujours avec un petit souriceau, mais à une fréquence de 5 jours. Et après, soit on double la quantité de nourriture, soit on passe. Tu nourris 2 fois au même voilà, repas. c'est-à-dire qu'on va lui donner 2 proies au même repas. Okay. Et après, on va passer sur la taille au-dessus, de 4 grammes, 4-6 grammes, etc. Pour après arriver, généralement, une couleuvre adulte mange des souris entre 20 et 30 grammes. Quoi. Voilà, peut-être du rat éventuellement. Alors, on peut donner du rat. Le rat, mais c'est la même chose. Il faudra qu'il fasse le même poids. Donc ce sera un bébé de rat. Par contre, attention, et vous allez le voir, c'est que lorsqu'on les nourrit avec des fœtus, 1 jour, 2 jours, même jusqu'à 4 grammes, tant qu'il n'y a pas de poils, etc., c'est peu nourrissant. C'est-à-dire que un souriceau qui vient de naître, il n'a pas d'os, il n'a pas de gras, de matière. Oui, il n'a pas vraiment tété sa mère, voilà, du coup, il n'a rien. Okay. Donc c'est une nourriture qui leur convient bien, mais qui est pauvre. Et nous, on voit la différence, et donc si nous on la voit, je pense que chez vous, vous le verrez, vous l'avez déjà vu, lorsqu'on commence à passer au blanchon, là il y a de l'os, là il y a de la matière, il y a de l'estomac, il y a du foie, il y a tout ça, et il y a les serpents attrapent une croissance énorme. Okay. Donc c'est vraiment important de bien nourrir, parce que des fois on a des gens, ils n'osent pas passer le cap de ces tailles de proie, et ils nous disent, voilà mon serpent il y a 2 ans, et je lui donne 3-4 fœtus par repas. Eh ben, c'est pas la bonne méthode. Alors, c'est mieux que de donner une grosse proie et de le faire vomir, mais en tout cas, mieux vaut donner une bonne proie bien adaptée que trop de petites proies. Ok. Question sur la mue maintenant. C'est une question qui revient souvent, ça. Comment peut-on savoir quand un serpent va muer et surtout la fréquence? Alors ça, c'est dur à répondre. Alors, c'est pas si dur que ça, parce qu'en réalité, quand est-ce qu'on va voir qu'un serpent va muer? Tout à l'heure, je l'ai montré, on avait, alors je sais pas si je vais le voir, sur d'autres. Ici, c'est ici. Là, on est sur des Pantherophis mais obsoleta. Vous voyez, il y a des mues. Donc là, ici, j'en ai une qui a mué, on la voit, elle est toute belle, elle est brillante, elle a de belles couleurs. Et j'en ai une ici, qui est très terne. Et regardez, les yeux, ils sont gris bleutés. Donc là, elle est en train de préparer une mue. C'est-à-dire qu'avant de muer, l'animal, il y a plusieurs phases. C'est-à-dire que le changement de peau, c'est juste l'acte final. Mais avant, il y a toute la préparation, l'organisation de ce changement de mue, de peau. C'est simplement que l'animal, il va d'abord sortir son ancienne peau, la nouvelle va se mettre en place, et seulement après, il va redevenir transparent, et il va changer de peau, il va muer. Et ça, une fois qu'il commence à faire l'acte, ça dure quelques minutes. En tout, en réalité, c'est à peu près 1 semaine. Généralement, les serpents qui sont en mue sont un petit peu plus agressifs. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient plus, donc ça voit déjà pas très bien.
Et donc, ils se posent plein de questions sur leur environnement. Donc, ils sont nerveux. Hein, et surtout, en règle générale, ils ne s'alimentent pas. Alors, il y a plein de serpents qui vont nous faire mentir, et de gens qui nous disent, bah oui, mais moi, mon serpent, même en nuit, il mange. C'est vrai. Mais en règle générale, ils ne s'alimentent pas. Concernant les fréquences, lorsqu'ils sont petits, alors il faut savoir déjà à quoi sert une mue. Est-ce que la mue, elle va servir à la croissance, à réparer des blessures, à la saison de reproduction? Quand ils sont petits, c'est juste simplement, ça leur sert de changer de taille. Donc, comme ils grandissent vite, ils vont muer fréquemment. Okay. Alors après, c'est compliqué de dire, voilà, il va muer tous les mois ou tous les 15 jours, parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, l'alimentation, le chauffage, l'hydratation, donc les conditions de l'animal. Donc, au plus il va avoir à manger, au plus il va grandir vite, et au plus il va faire des mues fréquentes. Donc quand ils sont petits, sachez que ça mue très régulièrement. Je dirais facilement tous les 1 mois et demi, vous allez avoir une mue. Après, au plus ils vont grandir, les mues elles vont s'espacer parce que la croissance va être moins rapide. Et une fois adulte, généralement, on se retrouve avec 3-4 mues dans l'année, qui correspondent généralement à des périodes, quand on fait hiberner, sortie d'hibernation, mue post-ovulatoire, lorsqu'elle va être prête à pondre, mue de pré-ponte, et une fois qu'elle aura pondu, elle ressurfait une beauté. Donc voilà, ça c'est des étapes importantes, et c'est là où il peut y avoir des facteurs vraiment variables, où c'est difficile d'être précis. Ça nous arrive d'avoir des clients des fois qui s'inquiètent, mon serpent n'a pas mué, c'est important ça vraiment de suivre ou laissons-les faire. Moi je vous dirais qu'il faut laisser faire, c'est normal lorsqu'on a 1 ou 2 serpents d'être le plus proche de lui, mais des fois être trop sur l'animal, on s'inquiète trop rapidement et certaines fois on fait pire que mieux. Maintenant ça ne veut pas dire qu'il faut être laxiste, il faut suivre, on peut noter les mues, mais il ne faut pas s'inquiéter. Si l'animal est en bonne santé, s'il mange bien, s'il évolue bien dans son terrarium, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. Et s'il avait fait une mauvaise mue, parce que des fois ils peuvent bloquer des mues, vous allez le voir, l'animal aura une peau qui ne sera pas brillante, il ne va pas s'alimenter, donc là effectivement on se pose des questions. Ok. Là je pense que tu as moyen de faire plaisir à quelqu'un. Il y a une des personnes qui regarde qui veut savoir si tu as du palmetto dans l'élevage. Alors oui, on en a. Hein? Et justement, on voulait vous montrer parce que il y a plein de choses dans les serpents des blés notamment, où ça change de couleur. Et là, on a eu donc une petite portée avec des palmettos et donc des haies de palmetto. Encore un dans l'œuf d'ailleurs. On va le voir, mais on va le laisser tranquille. Et voilà, un jeune palmetto qui n'a pas encore fait sa mue. Hein. Ils sont nés hier ou avant-hier. Et ça change énormément de couleurs. Et ça, tiens, regarde, je vais te le laisser. Et j'avais mis de côté un individu. Un petit peu plus âgé. Donc voilà, c'est une palmetto qui a un an, un petit peu plus d'1 an, 1 an et demi maintenant. Et donc c'est le même serpent. Mais les couleurs sont évidemment beaucoup plus prononcées chez cet individu-là que sur le bébé nouveau-né. Et là, chez les palmettos, à chaque mue, les couleurs vont se prononcer. Et là, on le voit, il est déjà bien marqué, il a des beaux spots. Et ça va continuer à s'accentuer pour devenir, voilà. Là, on a quasiment un individu qui a les couleurs définitives. Et chez les palmettos, tous les individus sont vraiment tous différents. Il n'y en a pas un comme l'autre. Vraiment très beau. Les gens veulent voir du serpent là ce soir. Hein. Je pense qu'on va pas les contrarier. De l'Aneris Kelles, tu les vantais tout à l'heure. Il y en a de sorties là ou Alors, les œufs? oui, il y en a. Est-ce qu'on peut montrer ça? Ne vous inquiétez pas, on va en trouver. C'est qu'il y a des centaines et des centaines de boîtes. Donc pour s'y retrouver, ça prend un petit peu de temps. Merci de votre patience à tous. Merci de répondre présent au rendez-vous. Donc là, ici, on a en Tessera. Donc Tessera Aneris Kales. On a une Skyles Aneri.
Donc là, on le voit pareil, vous voyez les yeux gris bleuté. Là, elle est en pleine préparation de mue. Et là, on a donc des individus anéris qui sont head skyless, mais classiques. Ok. Alors du coup, il y a quelqu'un qui veut savoir comment se passe le démarrage des serpents et la fréquence. C'est vrai que le démarrage de serpent, des fois, ça peut poser un petit peu problème, ça peut être inquiétant. Comment tu juges d'un bon démarrage? Alors, on a deux techniques par rapport à ça. Soit on se sent en forme, et ce qu'on fait, comme on peut le voir ici, si Kevin le montre, on commence dès leur mue de mettre les serpents de manière individuelle dans leur boîte avec leur nom, fiche de suivi, enfin tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Ça, c'est une des premières techniques qui est longue parce qu'on doit le faire et après on commence à proposer à manger aux animaux et on commence le suivi. Après, il y a une deuxième technique, soit on attend qu'ils aient mué dans leur boîte en vrac, mais là il faut être vigilant, il faut rester à côté, on commence à nourrir, et chaque individu qui a mangé, on sort de la boîte, et là on l'installe de manière individuelle, et on commence sa fiche de suivi. Comme ça, tout ce qui est mis en individuel, on sait que c'est démarré et que ça va démarrer. En règle générale, je dirais que 80% des colubridés mangent des proies mortes, donc décongelées, dès le premier repas. C'est vraiment pratique. Ouais. Il y a les 20% restants, et généralement, c'est toujours le projet unique, la bête qu'on voulait garder, qui est demandée, qui va être un peu plus capricieuse. Donc, qu'est-ce qu'on fait en règle générale? On essaye de leur présenter des proies vivantes, donc du petit souriceau. Si vraiment ça ne veut pas, après, il existe des petites techniques qui marchent plus ou moins bien. C'est-à-dire qu'on va, alors, excusez-moi, mais on va percer le crâne d'un souriceau décongelé pour dire que l'odeur du crâne les excite un petit peu. Autre technique qu'on avait déjà fait dans le temps, c'est que lorsqu'on met individuellement et que certains serpents ne veulent pas manger, ce qu'on fait, c'est qu'au bout d'un moment, on les prend, on les remet en vrac et on propose à manger dedans. Et bien bizarrement, le jour même, alors que c'est des bêtes qu'on a présentées 4, 5, 6 fois à manger, le jour même, il y en a une partie qui démarre. Pourquoi, on ne sait pas. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a constaté et qu'on applique. Donc des fois, le fait de les remettre en vrac, donc à plusieurs, et de commencer à leur donner à manger, ça peut déclencher des repas. Ok. Il y a quelqu'un qui voudrait prendre un petit peu la mesure de ton élevage et qui demande combien de serpents différents, combien de variétés de serpents tu reproduis et est-ce que tu as des disponibilités sur toutes ces espèces? Alors, on n'a pas des disponibilités sur tout parce qu'on ne reproduit pas tout, parce qu'il y a des bêtes qui sont en projet, il y a des bêtes que je garde sans avoir une idée de reproduction particulière, juste pour le plaisir. Et, mais en tout cas, des animaux donc, qui sont destinés à l'élevage pur, je ne sais pas, on en a peut-être 1000, 1200. Qu'est-ce que ça représente en nombre de variétés, d'espèces? À peu près. Alors, des espèces, je pense qu'on en a une vingtaine. Ça représente peu, mais rien qu'en serpent des blés, on en a, je sais pas moi, 200 différentes. Donc, c'est 20 espèces, mais rien qu'au sein d'une espèce, il y en a 200. Si on prend les Californiae, on en a peut-être 20 différentes aussi. En Pituophis également. Enfin, voilà, c'est un grand nombre, soit de localités, soit de mutations, ou de combinaisons qui peuvent se rajouter. Donc de toute façon, on rappelle bien qu'il y a un site internet, Reptilis, qui est fait avec des photos de très très bonne qualité. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir pour les disponibilités, les phases de serpents que tu as, parce que tu as parlé de beaucoup de noms qui ne parlent pas forcément à tout le monde, donc peut-être certains d'entre vous ont noté, pour aller voir ensuite qu'est-ce que c'est qu'une ghost, qu'une anérie, tout ça. Donc allez voir le site pour ce genre de choses. Il y a la chaîne aussi Reptilis Channel qui vous permet, puisqu'on a déjà soit fait des visites avec des invités, soit on vous a montré les choses de telle manière à ce que vous voyez un petit peu l'élevage. Parce que malheureusement, on ne peut pas vous accueillir comme ça et vous faire tout visiter. On a également, pour ceux que ça intéresse, parce que les livres c'est important, on avait il y a quelques années écrit ce livre, là, Le Serpent des Blés, aux éditions Animalia, où on avait pris beaucoup de plaisir. Ça avait mis vraiment du temps parce que à l'époque, j'ai fait énormément de pesées d'animaux. Tous les stats que j'ai faits sont vraiment des informations
qui sont les nôtres, c'est-à-dire qu'on n'a pas recopié des statistiques d'autres élevages, on a fait nos descriptions, la génétique aussi, on a essayé de la faire la plus, comment on pourrait dire, de manière... La plus vulgarisée. Ouais, la plus vulgarisée pour qu'elle soit accessible, c'est quelque chose de très barbant. Vous voyez, je vous parlais d'incubateurs de différents. Voilà un incubateur qui a été le mien pendant des années, avec le petit ventilateur, un petit cap chauffant. C'était un vieux frigo. Si je ne dis pas de bêtises, également, regardez, un bon vieil incubateur en boîte polystyrène. Hein, et voilà, on a donné nos statistiques, hein, différentes techniques. Hein. Il y avait Lionel Schliger qui avait également nous avait prêté quelques photos d'intervention, parce que malheureusement, des fois, il peut y avoir aussi des mauvaises choses dans les ponts, des rétentions. Ça, on peut en parler aussi. Hein, mais voilà, il y a pas mal d'informations. Et en termes de combinaison, bah pareil, on avait développé pas mal avec donc des formes naturelles, des combinaisons simples, des combinaisons multiples avec plusieurs gènes. Donc voilà, il y a déjà une grosse partie que vous pouvez trouver dans ce livre éventuellement. Voilà. Et ce livre-là, si vous avez un petit peu de mal à le trouver, tu le vends toi? Oui, bien sûr, on le propose sur le site et on peut le dédicacer. Ma chérie vous a concocté cette option. Alors il y a une question qui est encore dans le thème de ce soir, c'est la reproduction des couleuvres. Donc peut-on reproduire à un autre moment que pendant la saison? Alors, oui, c'est possible. Oui. Par contre, est-ce que la femelle va ovuler? Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y aura un Il accouplement. peut y avoir un accouplement sans qu'il y ait ovulation. Ça, c'est tout à fait possible. C'est pour ça que c'est toujours compliqué lorsqu'on ne fait pas d'hibernation de gérer tous les stades, tous les paramètres. Par contre, si on fait l'hibernation, on sait que s'il y a accouplement, il y aura obligatoirement ovulation et ponte. Ça, c'est quelque chose de vraiment classique. Mais pour quelqu'un, disons, qui n'est pas un professionnel, qui ne cherche pas forcément de la rentabilité, qui se dit, tiens, avoir une reproduction de mes couleurs, à la limite, il peut laisser faire, puis un beau jour, jackpot, il va avoir, mais il faut avoir l'incubateur de près dans ces cas-là. Voilà, c'est le seul problème, entre guillemets, qui n'en est pas vraiment un, c'est qu'il faut avoir anticipé justement la ponte de l'animal qui peut arriver à tout moment. Bah oui. Alors l'avantage, c'est qu'on n'est pas en aquariophilie. Toi qui es aquariophile, je le sais, hein, il faut préparer l'eau, il y a des paramètres importants. Un incubateur peut être prêt en 15 minutes. Quoi. Si on l'a testé avant que tout va bien, le jour où on le rebranche, 15 minutes après, il est opérationnel. Donc il n'y a aucun problème. Les terrariums, c'est pareil, ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile que l'aquariophilie. Absolument. Une question fondamentale également qui revient très souvent, où tu vas pouvoir donner aussi ton avis là-dessus, c'est comment tu adaptes la taille du terrarium en fonction de la taille du serpent. Qu'est-ce que tu regardes? Alors, c'est quelque chose de délicat et aujourd'hui je serais presque à contre-courant. Là c'est intéressant là. Alors par contre ce qui est sûr c'est qu'un bébé serpent, il faut le laisser dans un environnement de petite taille. C'est-à-dire que ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, l'animal va être perdu et risque de ne pas s'alimenter. Alors on appelle ça du stress, il peut y avoir certainement une autre raison, mais généralement on la nomme stress, qui fait que dans son grand environnement, elle ne va pas chercher à manger, elle va passer à côté. Et comme ils sont capables de rester longtemps sans manger, donc de jeûner, on va s'inquiéter. Donc c'est vrai qu'au départ, mieux vaut l'élever dans un environnement de petite taille. Moi je dirais qu'un terrarium de 30 ou 40 cm, donc 40 par 30, 30-30, pour un juvénile, les quelques premiers mois de sa vie, premier mois c'est 6-7 mois, ça suffit amplement. Après on peut passer sur quelque chose de plus grand. Et là où j'en viens, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte que des fois, dans nos élevages, on a des bacs qui sont peut-être un petit peu justes et que de leur laisser une place, on parle souvent terrarium pour une gutata de 60 cm, 80, 1 mètre, pourquoi pas, ça lui fera que du bien. Ok. Et tu commercialises les terrariums si quelqu'un a besoin? Alors, on fait également depuis quelques mois, on a justement ouvert cette section matériel et produits et on a aujourd'hui tout ce qu'il faut pour équiper, on a les terrariums et tout l'équipement qui va avec, bien sûr. Donc ça, il ne faut pas nous hésiter de nous appeler, on peut vous conseiller, on peut vous répondre. Il faut juste des fois être patient, hein, on n'est pas H24, 7 jours sur 7, on est humain. Donc, mais en tout cas, on prendra toujours le temps de vous répondre et de vous guider si vous avez un doute. Ouais, tu peux envoyer des terrariums par la poste, ou tu as des terrariums pliables. C'est pas par la poste, mais en tout cas qui voyagent sans aucun problème, oui. Parfait. Ça leur plaît de voir les serpents de Reptilis.
Ouais. Ouais, ils veulent savoir quel projet chez les Lampro au niveau mutation. Tu as quelque chose à lui montrer peut-être qui se rapproche des nouveaux projets ou peut-être simplement une belle phase de Lampro dont tu es fier? Eh ben, on va aller voir, justement, vous Ah, proposer chouette, une petite allons-y. surprise. On va aller voir des bêtes qu'on a gardées un petit peu pour nous. Alors ici, on est dans une deuxième nurserie, donc avec des animaux qu'on garde et qu'on vend également, et sur lesquels on fait grandir donc, des projets qu'on s'est mis de côté, des individus qu'on a un peu sélectionnés. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait montrer. Donc là, les choses que tu vas montrer, Stéphane, c'est des phases qui n'existent pas. Disons, c'est quelque chose que tu vas essayer. Tu sais pas Alors, trop ce il que y, ça a- il y a donnera. de tout. Il y a tout simplement des fois des beaux spécimens. Moi, je dis toujours qu'un beau spécimen, ça ne coûte pas plus cher qu'un spécimen lambda. Ok. Donc, on prend énormément de soins et d'attention lorsqu'on choisit des futurs reproducteurs. Des fois, ce sont des critères de beauté. Donc, c'est très subjectif. Ce qui me plaît ne te plaira peut-être pas. Ok. Mais en tout cas, nous, quand on les garde, c'est que généralement, ils ont attiré notre attention. Là, on a un Californier donc classique, un Californier côtier, mais simplement, il est né complètement spoté. Et donc là, maintenant, l'idée, c'est de voir si génétiquement, il va retransmettre ces spots à toute la portée ou un maximum d'animaux. Alors là-dessus, j'ai déjà quelques éléments de réponse, mais on aimerait travailler un petit peu plus pour voir si on sait augmenter les pourcentages de la transmission. Ok. Alors, quoi d'autre? Oh, c'est beau ça. Alors oui, ça c'est des beau, ça. Endurensis. Ça me plaît ça. Et ceux-là ils sont un peu particuliers. Ils viennent d'un autre élevage, mais qu'on a gardé. Ils sont un peu spotés. Ils ont en tout cas des motifs qui ne sont pas, je dirais, ordinaires. Mais avant de les appeler mutations ou autres, il va falloir prouver un petit peu la transmission ou des motifs, des couleurs. Ça, c'est à voir. Ça, c'est un mot que je t'entends souvent prononcer quand tu dis il va falloir qu'on prouve tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement prouver? Parce que des fois, il peut y avoir des individus qui naissent avec une couleur, un dessin, mais qui ne seront pas transmissibles. Et donc, avant de dire c'est une nouvelle phase et machin, de donner un nom commercial, un nom qu'on donne et qui deviendra commercial, il faut, si on est sérieux, Faut pouvoir le reproduire, prouver. en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on le garde, qu'on reproduise, qu'on voit comment sont les bébés. Déjà pour signaler si c'est une mutation récessive, dominante, si elle est mutation tout court. Ouais. Donc ça peut prendre du temps et sur certains projets, plusieurs années. Et du coup, les paradoxes, ça rentre pas dans les mutations. Alors les paradoxes en c'est règle ça. générale, c'est quelque chose qui apparaît de manière bizarre, inopinée, qui souvent font la joie de la personne qui a eu cette chance. Ouais, jackpot. Voilà, un jackpot. Alors pas spécialement toujours financier, mais plutôt une fierté. Ouais. Et on en a eu comme ça quelques-uns. Ah, montre-nous du paradoxe. Alors, alors ici, cette magnifique couleur, c'est une palmetto. Alors ça, c'est beau ça. C'est une palmetto. Alors vous avez vu tout à l'heure la différence, hein, elle avait tous des petits spots, etc. Et bien là, celle-ci est née avec des gros spots, des gros placards rouges. Pourtant, c'est bien une palmetto. Vous voyez, on voit bien encore un petit peu sur le long du corps où il y a du blanc, les petites taches, les petits points. C'est né sans qu'on lui ait demandé. Ouais. Par contre, on est content. Oh là, oui, j'imagine. On est très content. Et par contre, on ne sait pas du tout si c'est quelque chose qui va être transmissible ou pas. Ok. Là, on l'a appelé un peu chimère. Alors, c'est juste pour nous, en nous disant est-ce que voilà, c'est un spécimen unique et on est très fiers, ou est-ce qu'on va pouvoir Prouver du coup, voilà, si elle te fait des bébés similaires, tu Similaires. vas nous prouver Voilà. cette. cette nouvelle combinaison. Ok. Peut-être tu pourrais l'appeler Anne-Laure, cette combinaison. C'est ça, c'est une chimère. Du coup, comme on reste dans la palmetto, on a une question qui est un peu technique d'ailleurs sur palmetto. Il ou elle demande le gène dominant. Est-ce que c'est un gène dominant incomplet
Non, alors le palmetto, c'est une mutation récessive. C'est récessif, ok. Les petits het palmetto, est-ce qu'ils seraient typés hippo? Moi je comprends même pas la question, je l'avoue. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont une coloration spécifique? Oui, ils sont pas classiques, ils ont une coloration un peu différente. C'est pas évident si j'en mets 10 dans une boîte avec un het palmetto et 9 classiques, de voir la différence. Ouais. Un expert qui en produit beaucoup pourra le voir, mais il y a une petite différence. Oups. Oula. C'est du direct, c'est du direct. Voilà. Ça marche. Là, on a une question également intéressante. Est-ce qu'il y a une différence de caractère entre un mâle et une femelle serpent? Alors, en dehors d'une blague misogyne que je ne ferai pas ce soir, non, il n'y a pas de différence entre les mâles et les femelles. C'est vraiment, il n'y a aucune différence de sexe. Sur le comportement, sur le caractère, sur la taille, ça influence très peu. Les mâles sont un petit peu plus grands en règle générale que les femelles, mais je pense que c'est lié principalement au fait qu'ils n'ont pas à supporter les reproductions. Et qu'une femelle qui ne reproduirait pas serait aussi grande qu'un mâle sans aucun problème. Ok. Tout à l'heure, on parlait du bœuf, cette mutation intéressante. Il y a quelqu'un qui veut savoir si c'est bientôt dispo. Alors comme c'est pas ici que ça se fait, est-ce que tu peux Alors, répondre quand même? il y en aura, parce que je travaille en collaboration avec Richard, et qui lui est vraiment un précurseur de cette combinaison. Donc oui, il va y en avoir prochainement, et nous, on commence à en avoir un petit peu dans nos animaux, nos reproducteurs, mais là, le problème, c'est que c'est chez les adultes qui sont en train de dormir, ce qui est un petit peu tard déjà. Et je vous montrerai ça une prochaine fois avec grand plaisir. Alors Creatilis en proposera un jour. Pour les patients, ils peuvent compter sans sur aucun toi, problème. Et surtout, c'est qu'on va développer ce projet. Richard me l'a proposé parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et très honnêtement, je suis très content. Hein. Un nouveau projet en collaboration avec quelqu'un de génial comme Richard, ça me fait plaisir. Alors ça, on en parle beaucoup en ce moment. C'est un serpent qui est très pas à la mode, j'aime pas ce mot-là, à la mode, mais qui est très demandé. L'Ampropeltus nigritus de dispo. Alors ça, c'est quelqu'un qui vient d'arriver, parce qu'en début de vidéo, on a filmé les petits. J'ai vu que tu étais au téléphone tout à l'heure, les gens te les réservent. Il y en a encore de disponibles ou pas? Oui, il y en a encore. En réalité, on a eu déjà 3 portées, il y en a encore 1 ou 2 en incubation. D'accord. Donc là, ceux qui viennent de naître sont juste dans l'eau, mais on en a qui ont déjà une dizaine de jours, et oui, ça va être bientôt dispo. Et ils peuvent nous appeler directement à l'élevage pour réserver. Okay. Mais ils seront pas encore, ils sont réservables, mais pas disponibles tout de suite. Alors, de démarrer. Tout ce que tu montres là, effectivement, ça fait saliver tout le monde, parce qu'il y a une question que beaucoup de personnes te posent régulièrement, c'est est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes? Est-ce qu'on peut venir voir tout ça? Est-ce que je peux moi-même tirer les boîtes? Alors, ça c'est quelque chose depuis toujours que j'aimerais vraiment faire, mais c'est vraiment techniquement compliqué à faire parce que les pièces sont des pièces d'un élevage, c'est pas des pièces où on peut voir. Donc il y a des gens de confiance, il y a des gens de moins de confiance. C'est pas facile quand on est éleveur de dire vous pouvez ouvrir tous les tiroirs à des gens qu'on ne connaît pas et de regarder nos animaux. Je n'exclus pas un jour de faire quelque chose, mais je ne peux pas vous dire quand. Puis tous les jours, tu as ton équipe qui travaille et qui bouge, qui est très active, donc ça doit être compliqué également de pouvoir permettre à des gens de venir. C'est compliqué, alors ça m'arrive de temps en temps, lorsqu'un client vient, que j'ai un petit peu plus de temps, on peut regarder quelques animaux, mais en règle générale, c'est très limité parce que faire une visite de l'élevage, il y en a pour une journée, et puis alors le peu qu'il y ait une passion, une communication qui se fait, on mange ensemble et on ne bouge plus. Tout à l'heure, en début de vidéo, pour ceux qui viennent d'arriver, on a visité un petit peu les incubateurs où tu nous as montré des œufs de pitch office. Oui. Une personne veut savoir si tu as des loading guides disponibles. Alors, pas encore. Des loading guides, on a que 2 portées, je crois, en incubation. Okay. Une qui doit éclore vraiment dans les jours qui arrivent et une un peu plus tard. Pour l'instant, je ne prends pas de réservation tant que les bébés ne sont pas nés parce qu'on n'est pas à l'abri, ça se passe mal. Donc, je ne fais jamais de réservation tant que les bébés ne sont pas nés. À partir du moment où ils vont naître, on va communiquer dessus et là, ils seront réservables. D'accord. Et le temps entre une éclosion, en règle générale, parce que j'imagine c'est très variable, mais au moment où tu as un serpent qui sort et le moment où il va se retrouver disponible, visible sur le site, il se passe combien de temps à peu près? C'est dur à dire. C'est très dur à dire, surtout en cette période parce que ça naît je dirais qu'on a 1 mois et demi d'éclosion
Et sur un mois et demi, je dirais que même si on a baissé un petit peu notre quantité de bébés, on a quand même entre 2 et 3 000 bébés qui naissent. Donc il faut d'abord s'en occuper. La priorité, c'est les animaux. Le commercial est important parce que ça permet de perdurer en termes d'activité. Mais c'est d'abord les animaux et après donc sur le site. Et il peut y avoir un petit décalage en fonction du temps qu'on a. Mais ça va assez vite, on est de mieux en mieux rodé. Ouais. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter, soit via la page Facebook, soit directement à l'élevage, c'est des fois aussi simple. Ok. Et donc quelqu'un qui voit sur ton site internet un serpent qui lui plaît, il le commande, il va se faire livrer. Livrer un animal, tu commandes une lampe éventuellement, bon tout va bien. Livrer un animal, comment ça se passe? Ça arrive toujours bien? Il y a une garantie d'arrivée? Alors, nous en tout cas, on garantit que les animaux arrivent vivants. Okay. Ça c'est vraiment important, mais c'est nous, c'est pas le transporteur. Transporteur, il n'y a que France Express aujourd'hui qui peut livrer de manière nationale. Il y a de temps en temps des petits indépendants qui ont leur agrément, qui peuvent faire, mais pas d'un point de vue national. Donc, je dirais que ça se fait. En 20 ans d'existence, on va dire que globalement ça se passe bien. Il y a des fois des petits couacs de retard, mais c'est du transport, on est sur la route, il peut se passer des tas de choses. On emballe les animaux le mieux possible, c'est-à-dire qu'ils sont soit dans des boîtes, soit dans des sacs, dans des boîtes polystyrène, avec ou sans chaufferette en fonction des conditions météo. Parce que c'est pas la peine de mettre des chaufferettes quand il fait chaud, ça risque de surchauffer et de tuer l'animal. De temps en temps, on nous dit mais pourquoi il fait 20 degrés, j'ai pas mes 25? Parce qu'on ne peut pas maîtriser l'intérieur d'une boîte polystyrène comme on maîtrise un terrarium ou une batterie avec un thermostat. Donc là-dessus, on a assez d'expérience et de recul pour le faire correctement. Et on va dire que globalement, sur le volume, ça se passe très bien. Ouais, c'est pas risqué, tu es à l'aise. Il y a toujours un petit risque, mais qui est vraiment, je dirais, le plus faible possible. Ok. Question, alors que faut-il pour travailler dans votre élevage? Si jamais un jour un poste se libère, peut-être une personne ici se dit je me verrais bien bosser chez Reptilis, qu'est-ce que ça prend pour travailler ici? Alors, qu'est-ce que ça prend? Déjà, il faut être passionné. Okay. C'est-à-dire que c'est un métier passion, et si on n'est pas passionné, ça va être compliqué. C'est aussi un métier rébarbatif. On fait, je veux dire, le fait de dire tiens, on va ouvrir, on va regarder, oh, c'est beau, c'est quelque chose qui est de 5 minutes. Mais en réalité, on va changer le bac d'eau, on va ramasser les crottes, on va changer le bac complet, et ça c'est du matin au soir, et 5 jours par semaine. Donc, si ça plaît pas, on peut être un bon terrariophile chez soi, avec quelques animaux, et ne pas être quelqu'un qui est destiné à travailler dans un élevage comme le nôtre, parce que c'est quelque chose de très différent, et c'est du vivant, c'est-à-dire qu'on peut pas... on ne peut pas se dire, j'ai fini ma journée, tant pis, ils n'ont pas d'eau, c'est le week-end, ils attendront lundi. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc des fois, on déborde, des fois, il faut être vigilant, il faut être autonome. Et voilà, il faut être passionné, autonome et vraiment, je sais pas... inventif, trouver des solutions. Voilà, trouver des solutions et pas se contenter de « j'ai fait ce qui est marqué sur ma fiche, tant pis, je passe à côté ». Donc toi, les gens que tu rechercherais éventuellement, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une formation en zoologie, en animalerie ou quoi que ce soit. C'est plus un état d'esprit peut-être. L'état d'esprit, c'est vraiment la priorité parce qu'on peut ne pas... Moi, j'ai aucun cursus scolaire, entre guillemets, en rapport avec l'élevage. Voilà. Je suis un autodidacte, passionné. J'ai commencé tout petit, j'ai progressivement travaillé en animalerie spécialisée. J'ai eu mon élevage amateur. Et puis, à un moment, on s'est posé la question de qu'est-ce que je fais dans ma vie. Et j'ai passé ce cap. Donc, j'ai aucune formation, mais voilà, il a fallu être bricoleur, il a fallu être inventif, il a fallu être dégourdi, être persévérant. Et pour y arriver, et c'est ce que je demande un petit peu aux gens qui travaillent avec moi, j'ai vraiment besoin de ce même état d'esprit pour qu'on se sente bien. Quelqu'un de dégourdi. Ouais, tout à fait. Et du coup, j'anticipe une question. Est-ce qu'il y a un poste de disponible en ce moment chez Reptilis ou pas? Alors non, aujourd'hui, il n'y a pas de poste de disponible, on a l'équipe. Ça nous arrive de temps en temps, justement, que des gens veulent, au bout d'être passés quelques années chez nous, décident de faire autre chose dans leur vie parce qu'ils ont envie d'évoluer comme tout le monde. À ces moments-là, on passe des annonces, mais voilà, aujourd'hui, non. Ok. Ça, c'est une question intéressante parce que la réponse, je la connais. Avez-vous des serpents dont le CDC est nécessaire? Oui, bien sûr, on a quelques espèces intéressantes par rapport à ça.
Donc c'est des animaux soit qu'on propose à la vente pour ceux qui sont capacitaires, soit simplement c'est des animaux qui nous font plaisir parce que on est une activité commerciale, mais avant tout on est passionné. Donc j'ai notamment des petits Spilotes pilatus qui me font bien triper depuis 2 ans, que j'acclimate, qu'on vient de passer en terrarium. Ça on en reparlera éventuellement. On en reparlera alors. Ouais, on en reparlera. On garde ça sous le coude pour plus tard. C'est ça. Très bien. Mais oui, on a donc des espèces où il faut être capacitaire. Ouais. Par contre, on n'a rien de venimeux. Ça, on ne fait pas d'animaux venimeux parce que, d'une, je ne me sens pas à l'aise. Chacun son niveau. On a des réticulés, on a des pitons moulures, on a des choses comme ça, on a des gros varans, mais j'ai pas d'animaux venimeux. Pourquoi? Parce que je me sens pas à l'aise, parce que j'ai des voisins, j'ai pas de pièces sécurisées. Donc les gens qui en ont, je les trouve responsables quand ils font les choses dans les règles. Il faut surtout pas jouer avec ça, parce que derrière, c'est tous les amateurs qui en pâtissent. Ouais. Voilà. Ok. Il y a une question en rapport avec la nouvelle législation qui est sortie le 8 octobre 2019, si je ne me trompe pas. Ouais. Quelqu'un veut savoir comment quel serpent on peut pucer, comment on détermine s'il est puçable ou non, il y a des tailles, il y a des poids, etc. Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, effectivement, on doit identifier tous les animaux en annexe, quelles que soient les annexes, 1, 2, 3. Et là, le législateur l'a laissé un flou énorme. Okay. C'est-à-dire, voilà, ça doit être identifié par photo, par puce. Photo définitive quand ce sont des amphibiens notamment, ou provisoire quand c'est un jeune serpent qui ne peut pas, qui est trop petit pour recevoir la puce. Sauf que, par espèce, il n'y a rien qui nous est prescrit. Voilà. Donc c'est à nous, éleveurs, c'est aussi le vétérinaire avec qui on travaille, qui va dire ça c'est trop petit, ça c'est faisable, pour identifier les animaux. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un animal chez un éleveur qui vous dira bah non, ça il est vendu par photo, moi je ne le puce pas. Et puis vous pouvez aller dans un autre élevage où on va vous dire bah si, moi je vous le puce sans aucun problème. C'est pas qu'il y en ait un qui veut aller plus vite que l'autre, c'est qu'il y a peut-être un vétérinaire plus habile, une expérience plus grande. Nous, le nôtre, il a déjà pucé plus de 6000 animaux depuis l'arrêté. Il n'y a pas de problème. Il commence à maîtriser son sujet. Les yeux fermés. Il y a une question de quelqu'un qui veut savoir, donc personnellement toi-même, là, avec un tel élevage et autant de responsabilités, est-ce que tu arrives encore à profiter un petit peu de ta passion et est-ce que tu as des regrets, des choses que tu ferais différemment? Alors, oui, je profite de ma passion, souvent le soir. Souvent le soir, comme ce soir, avec comme les ce copains. soir, voilà, on est entre nous, on regarde les animaux. Ça m'arrive souvent le soir de prendre le temps. En journée, on court trop. Sauf quand on va visiter ou d'autres élevages ou des importateurs ou d'autres contacts où on peut prendre du temps. Mais sinon, quand c'est mes animaux, bah souvent c'est le soir ou le matin quand il n'y a encore pas d'activité commerciale, quand l'équipe soit n'est pas arrivée, soit est déjà partie, où je peux me poser, regarder l'évolution des animaux et dire ah, c'est beau, je me surprends et c'est ce que j'espère que tous les gens qui ont des reptiles, lorsqu'ils vont dans leur terrarium, lorsqu'ils ouvrent leur batterie, c'est de se dire waouh, quelle chance j'ai d'avoir ces animaux. Moi j'ai dit le jour où j'ai plus ça, quand j'ouvre un bac ou quand je vais dans un terrarium, il faut que j'arrête. On va peut-être bientôt boucler tout ça. On leur avait promis une petite surprise. Est-ce que tu peux leur montrer les belles raretés que tu as mis de côté pour la prochaine fois et éventuellement peut-être autre chose? Ouais. Et ben, la plus belle de mes raretés, c'est Anne-Laure, ma femme. Alors s'il vous plaît. Coucou. Elle s'y attendait pas, hein, mais voilà, donc elle m'aide, elle m'assiste, elle me recadre sans aucun problème. Voilà. Et après, ben, il y a plein de bêtes. Ici, c'est une partie d'animaux qu'on garde pour nous un petit peu des projets de reproducteurs ou alors des animaux qu'on a sélectionnés au sein de portée. Et ça, c'est par exemple, c'est un serpent des blés, donc ligné, mais issu d'une forme sauvage. Donc ça n'a rien à voir avec les Guttata lignés qui ont deux stripes tout le long. Hop, il y a ici. Et c'est un spécimen qui est relativement parfait parce que ça a été un long travail. C'est-à-dire que le stripe au départ n'était pas complet, il était partiel. Et là, on est arrivé à avoir des individus qui sont complètement lignés. Moi, ça me plaît beaucoup, le Abbott albinos. Tu m'avais dit une fois, Abbott, c'était une mutation particulière. C'est une mutation particulière liée à un monsieur parce qu'il y a des fois des noms de serpents qui sont vraiment attachés à une personne. Et donc, Lee Abbott est un éleveur américain
qui a sélectionné une souche d'Oketi bien marquée, bien contrastée. Et sont des animaux qui sont vraiment fantastiques. Et j'ai eu cette chance de le rencontrer d'ailleurs aux États-Unis lors d'un show. Et j'étais content parce que je lui ai mis dans les mains une Oketi Abbott, mais skyless. Et donc il était tout fou en tant qu'amateur. Et c'est vraiment une combinaison qui est magnifique. Celle-ci est albinos, donc le contraste est encore plus fort. Mais on en a de non-albinos qui sont vraiment jolis. Et tout ça, c'est des projets que tu mets pour plus tard. Et Alors, c'est quand plus tard? ça dépend. Là, c'est des bêtes qui, à mon avis, vont reproduire d'ici une bonne année. Ah, c'est beau ça. Ça c'est quoi? Ça c'est du butter peut-être? Alors, c'est une Gold Dust. Une Gold Dust, ok. Une poussière d'or pour les francophones. C'est très beau. Alors, mais il y en a plein. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment. C'est des Aneri Sunkis. Alors, le gène Sunkis, pareil, on parlait des hippos et autres. Et là, c'est la combinaison. Hein. Donc, c'est une Aneri Tristic Sunkis. Donc, regardez les couleurs. Sunkist, c'est une phase qu'on détermine en fonction des motifs de la tête, c'est ça? C'est ça, oui, principalement. Bien sûr, Ouais. Cool. Super. Super, super. Une chose. Alors, ici, on a du Oh la vache. Oh, c'est beau ça. combinaison de Oh skyless. la vache. Donc là, c'est une caramel. Et le ventre des scaleless, hein, là, Alors, par contre, il y a des. souvent, il y a des en règle écailles. générale, il reste des écailles. Alors, il y en a qui disent que ça leur permet de se déplacer. On a aussi des skyless qui ont quasiment plus d'écailles. Ça ne les gêne pas de se déplacer. À savoir aussi, ça c'est important, on en a trouvé dans la nature et à plusieurs stades de taille. Donc ça veut dire qu'elles vivent. Ça ne veut pas dire que tout se passe bien, mais en tout cas, on en trouve également. Là, ici, un petit Lampropeltis, un ultra granite, Mexicana ultra granite, quelque chose qui est vraiment joli. Alors, il y a un truc qui est sympa ici. Je m'excuse, je vais dans tous les sens, mais parce que j'en ai partout. Il y en a partout. Ah, original ça. Alors ça, c'est un petit projet que j'ai mis en place de Lampropeltis. Donc c'est issu d'un côtier aberrant qui était vraiment chocolat et qui me fait toujours des dessins très particuliers. Et là, on a obtenu une couleur un peu chocolat en gardant des motifs. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à retravailler et que j'espère mettre en place d'ici l'année prochaine ou dans 2 ans. Ouais, donc là, il n'y a pas de dispo aujourd'hui. Hein. Non. Non. Non, parce que j'ai eu quelques bébés, mais j'ai tout gardé égoïstement. Mais il y a du lampro chocolat de dispo. par Oui, contre. Ça, il y a j'en ai des vu. lampros Il y chocolat. a du lampro chocolat. Il y a plein de choses. On a de la shrinky ici. On a de la 100% shrinky, mélanique. oui, on Ah, a des 100% shrinky. avec mélanique, ça c'est cool ça. Des shrinky toutes noires. Les serpents noirs sont. Ah non, les hêtres mélaniques. Et être mélanique. Tout à l'heure, on demandait des blizzards. Donc, vous voyez une blizzard. Tout à l'heure, elle était rose. Là, elle a commencé à blanchir. Il y a des localités aussi qui sont vraiment très simples. Et c'est important d'avoir de belles souches. Et là, ici, on a une Miami. Donc, on voit avec un beau gris, un beau contraste dans le rouge. Et ça, c'est ce que je vous dis. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien sélectionner ses animaux parce que c'est important pour les proposer après. Ouais, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Ah, Des fois, on a des projets comme ça. Ah si, ça, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui vont... Ça va leur plaire. ah, c'est pique les Donc yeux, là. tout à l'heure, on a vu l'Oketi Abbott normal. Et là, on l'a en skyless. Et on a eu très peu de spécimens. On va en avoir encore quelques-uns cette année. Et c'est vraiment de vrais Ah, c'est bijoux. super beau, on dirait des bonbons. Hein. Moi, Tout ça à me fait fait. toujours penser à un étalage de bonbons. Et si on continue justement dans les bonbons,
Régale-nous, Stéphane. Celle-là. Elle est où? Ah, ici. Hop. Voilà, ça c'est une Gold Dust en Skyless. Ah là là. Et ça c'est un cadeau de Richard. Donc tu vois Richard, j'ai bien pris soin de la Skyless. Elle va très bien et elle évolue à merveille. Ah, on rappelle que les Skyless, c'est pas plus difficile qu'une normale, hein, c'est pas Absolument. plus sensible. Ça mue pareil. Ça mue également. pareil, hein, Voilà. des mues de Skyless, il y en a plein. Qu'est-ce qu'on peut encore vous montrer d'autre? Après, il y a des animaux qu'on sélectionne pour leur beauté. Donc là, c'est une Oketi classique, mais avec une belle proportion de blanc. J'aime vraiment travailler les Oketi parce que c'est des animaux qui sont vraiment très colorés, très jolis. On a également alors, quelque chose, parce que ici, une side, ce sera pas ce que je peux vous montrer. Alors ici, ouais, on a parlé un petit peu des jeunes bœufs. Donc ça, c'est une orange motelée bœuf. Et les couleurs sont plus intenses. Alors je sais pas si on va s'en rendre compte sur la vidéo, mais c'est vraiment des animaux qui me plaisent. Ça c'est Aurélien, un ami à Richard qui m'avait gentiment offert un couple pour le travailler. Donc merci beaucoup. Voilà, on a des très beaux snow salmon, des choses qui sont un peu roses. Donc là c'est pareil, c'est des choses qu'on travaille. J'espère que vous appréciez. Il y a du orange sur le Oui, côté alors aussi, hein. souvent le orange ça vient en grandissant, c'est pas sur les D'accord. juvéniles. Et quand les individus, il devient le orange sur le premier tiers, au niveau de le premier tiers de corps sur les flancs. Là, évidemment, je vais vous montrer que je ne retrouve pas. Là, ici, c'est un terrazzo. Terrazzo, c'est un peu différent. On est toujours sur un peu du ligné, mais généralement, il y a une ligne sur les premiers tiers du corps, et après, ça se distingue un petit peu différemment. Et ça, on les a en anérie, en ghost. Enfin, c'est pareil, les dessins, on peut les mélanger avec toutes les couleurs. Et c'est là où on a des doubles, triples combinaisons. Là, on dirait presque qu'il y a deux serpents dans un seul, quoi. C'est ça. C'est vraiment sympa. Ah voilà, alors des animaux, on en a pas mal. On peut vous en montrer pendant des heures. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît, parce qu'en même temps, je fais un petit tour dans mon élevage. Tiens, bah, tout à l'heure, regardez. Ça, c'est une Oketi Abbot en Skyless. Et là, justement, par le travail de sélection, on obtient des individus de plus en plus exceptionnels. Il est là, Ah ouais. Vraiment délicat, hein, au niveau des couleurs. Et il n'y a plus rien en damier sur le flanc. Sur le dos, pardon. Après, on en a quelques plus grands. Ça, c'est pareil. On montrer les deux pas en mou. Là, on est sur des Californiae. Donc ça, c'est une nouvelle localité. Donc là, c'est pas une mutation particulière, mais c'est des localités. Aux États-Unis, l'avantage, c'est qu'ils savent où ils trouvent les individus. Et là, on a des noms qui sont plus liés à l'endroit où ils ont été trouvés, ou les premiers individus, parce que là, ils sont tous nés en captivité, mais et ça, ils ont toujours des petites spécificités. J'adore leur tête et la coloration, le marquage. Et alors là, rien qu'en regardant la queue, mâle ou femelle?
Ça, c'est une femelle. Normal. Je me suis trompé. Ah zut, ça arrive, il Eh est oui. tard en même temps. Bon bah du coup je pense que ça leur a beaucoup plu. J'ai pu voir sur l'écran qu'il y avait pas mal de gens qui te remerciaient d'avoir été si généreux pour ton temps, ton savoir. C'est vrai que tu es quelqu'un qui n'est pas du genre à retenir les informations, à les garder pour toi. Au contraire, tu fournis toutes les informations dont on a besoin. Donc, ça, c'est Bah, toujours, moi, j'ai toujours jamais très compris pourquoi on fait de la rétention d'informations. Ça sert à rien, on est des passionnés. Qu'on donne pas toujours toutes nos astuces ou nos sources, c'est une chose, mais qu'on puisse quand même faire profiter les gens, parce qu'ils nous achètent des animaux ou ils ont des animaux, on ne peut pas les laisser comme ça sans aide. Je trouve que c'est pas normal. Non, bien sûr. Et le but, c'est de partager un maximum. On est déjà une petite communauté. Donc si on n'est pas là pour s'aider, on n'est déjà pas organisé, on n'est pas structuré. Et enfin, moi, je vous dis, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais, parce que voilà, j'ai tellement de travail. Mais voilà, si on peut faire des choses, c'est vrai que j'aime bien discuter avec les gens. En bourse, j'essaye, et c'est pour ça que je continue à en faire de temps en temps, c'est d'être présent pour qu'on se rencontre et briser un petit peu l'image qu'on peut avoir de nous à l'élevage. Pas parce qu'on a un gros élevage qu'on est inaccessible, bien au contraire. On a toute une équipe de passionnés et c'est un peu le but de l'activité, quoi. Absolument. Donc on refera des lives comme ça. On va peut-être, faire des lives, on en refera d'autres. Ouais, on en fera d'autres. On ne vous donne pas de prochain rendez-vous parce qu'on Oui. n'en sait strictement rien. C'est dur à Mais par organiser. contre, dès qu'on aura l'opportunité avec Clément, Kevin ou d'autres invités surprises, on le fera avec grand plaisir. Super. Bon bah merci à tous d'avoir été si nombreux à rester, à poser tout un tas de questions. Kevin veut intervenir. Il y en a qui demandent l'accent. Ah, il y en a qui veulent l'accent. On va vous dire au revoir à Québécois ce soir. À soir, on a passé vraiment une Christine bonne soirée. À bientôt, merci beaucoup. Merci Moi, ne Stéphane. me demandez pas, je suis incapable de faire ce qu'il fait. Avec Je vous quelques dis- bières, il se défend. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Salut.